Tout d'abord, pardon population, excusez-moi encore une fois pour le délai. Mais j'ai une excuse que je vous expliquerai en fin de vidéo, j'espère qu'elle sera plausible à vos yeux. Je ne vais pas vous faire patienter longtemps, avant de commencer, juste un petit récapitulatif du dernier volume. Dans le volume précédent de Classroom of Elite, on a eu l'affaire Sudo, l'introduction de nouveaux personnages tels que Ichinose, Kanzaki ou encore Ryuen. Avec ce dernier en fin de tome qui annonce à Horikita qu'il sera son prochain adversaire. J'avais dit en fin de vidéo que ce tome était assez mou, il n'y avait pas autant de rebondissements que dans le premier volume et que c'était normal parce que ça posait les bases. Avec une Shabashira qui cherche petit à petit à pousser Horikita à inclure Ayanokoji dans son plan pour monter en classe A. Quant à ce dernier, il est en pleine contradiction avec ses émotions. Un coup, il ne veut pas s'impliquer, ne pas monter en classe A, et un autre coup, il élabore une stratégie sur 3 ans pour monter en classe A. Et il arrivera même, de vive voix, à dire que Horikita est potentiellement sa première amie. Dans ce volume 3 qui se déroule sur l'île déserte, on a un Ryuen qui pique grandement la curiosité d'un Ayanokoji. Un Ayanokoji qui se retrouve contraint de faire des choses, et on verra que comparé à l'anime, il se retrouve à faire beaucoup plus de choses, surtout en Soum. Et c'est pour ça qu'on aime ce personnage. Et enfin, on va surtout comprendre pourquoi la classe D est en classe D. Pour ce volume, il y aura beaucoup de citations. Beaucoup de choses qu'on n'a pas dans l'anime et bien entendu les différences aussi. Et beaucoup d'éléments clés, donc vraiment restez à l'affût parce que je vous indique quand il faut être attentif. Peut-être que vous l'aurez vu parce que je ne sais pas encore, mais cette vidéo sera beaucoup plus longue que les deux autres étant donné tout ça. Restez accrochés, j'espère que ça vous plaira et sans plus attendre, commençons. On commence ce volume par la professeure principale de la classe D, Shabashira Sae. Comparé à l'anime où elle est posée devant une pièce de théâtre sur la mythologie grecque, en particulier l'histoire de Dédale et Icare, là on est dans ses pensées et elle est beaucoup plus bavarde. Elle nous résume un petit peu cette histoire et je vous la fais courte. En gros, on a Icare qui a obtenu des ailes grâce à Dédale sans tenir compte de leur fragilité et des conseils de son père Dédale. Icare, en quête de liberté, a vu ses ailes fondre en se rapprochant de plus en plus du soleil. Maintenant que je vous ai fait le résumé, voici quelques mots de Shabashira concernant cette histoire. Icare était-il un homme courageux qui avait risqué sa vie pour profiter de sa liberté? Ou bien n'était-il qu'un prétentieux qui pensait pouvoir atteindre le soleil et ayant surestimé ses capacités? Personne, sauf peut-être son père, n'en saura jamais rien. Et là, elle fait un parallèle très intéressant. Maintenant, je ne savais pas très bien pourquoi je repensais à cette histoire face à ce garçon. À première vue, il me semblait plus que jamais très proche d'Icare, tel qu'il était décrit. Néanmoins, j'ai plus tard saisi la subtilité. Les deux sont très différents puisque celui à qui je pense n'a ni le courage ni l'arrogance d'Icare. Seul quelqu'un de dupe ne remarquerait pas qu'elle parle ici d'Ayanokoji. Mais quel degré d'information détient-elle? Mais le plus important par rapport à ses agissements dans les deux précédents volumes, quel est le fond de sa pensée? Je pense que dans ce tome, on va en découvrir davantage et je vous laisse avec le dernier monologue de ce prologue qui va nous laisser avec plein d'interrogations. J'étais sous pression, je n'avais pas d'autre choix. Ma seule alternative était de continuer d'agir fermement au risque de subir le courroux de ce garçon. Ce qui est fait après tout. On ne peut plus reprendre un dé qui a été jeté, car les paris ont déjà été lancés. Comme dans l'anime, on débute ce chapitre par la vue d'étendue d'eau, d'un ciel bleu sans fin, avec une mer qualifiée de mer paradisiaque par Ayanokoji. On peut observer les exclamations de la classe D, notamment celle d'Ike et Karuizawa, qui expriment leur forte excitation face à ces vacances qui tombaient à point nommé après les examens de mi-trimestre et examens finaux. Ayanokoji lui-même les attendait avec impatience, ces vacances de 2 semaines de croisière sur un paquebot de luxe. Ayanokoji relève une atmosphère totalement différente comparée aux derniers jours. Toutes les pensées négatives étaient dissipées par ce magnifique paysage. Carrément, Sudo était tout excité, il a même dit qu'il voulait rendre jaloux ses parents, ça ouf. Notre protagoniste nous donne des informations complémentaires, c'est certes illustré, mais selon lui, ils étaient traités comme des rois avec des installations surprenantes comme un restaurant 5 étoiles, une scène de théâtre avec la possibilité d'assister et de participer aux représentations, et un spa luxueux digne des plus grands hôtels. Il finit en disant que par ses propres moyens, ce voyage lui aurait au moins coûté 100 000 yens hors saison, c'est-à-dire le luxe qu'offre l'endroit. Nous sommes au petit déjeuner, tout est gratuit, et Ayanokoji parle du bien que ça fait de ne pas avoir à faire attention à comment dépenser ses points. Et d'un coup, Kushida se mit à regarder Ayanokoji d'un regard profond, dit-il. Ce dernier, comme avec Horikita dans le précédent volume, la trouva rayonnante, à tel point que sans en connaître la raison, son cœur battait la chamade malgré qu'il connaisse le vrai visage de cette sorcière. Vous voyez l'emprise qu'ont les femmes sur nous? Et vu l'insistance de Kushida, intérieurement il se demandait non, elle n'aurait quand même pas des... Pour moi? Non, le poteau se fait vraiment des films et on voit vraiment déjà une différence avec l'anime. Puis Kushida ramène son sujet de discussion préféré sur la table,
Orikita en lui demandant où est-ce qu'elle était. Et lui, il aura eu honte de s'être fait des films et il répondra « Je ne sais pas ». Par contre, dans ses pensées, il dira qu'il n'a pas souvenir de l'avoir vue au petit déjeuner. Et j'aimerais que vous accordiez une importance particulière à tous les détails concernant Orikita sur le bateau. Une annonce au haut-parleur demande à tous les élèves de se réunir sur le pont et d'en profiter pour observer l'île et ce magnifique paysage. Et retenez bien car ce moment bénéficiera à quelques personnes. Oui, ça fait 2 trucs que je vous tease en mode détective Conan, mais vous verrez, donc soyez à l'affût. Tout le monde était en joie face à cette vue, il y a eu une foule qui se forma, et là, il commence à avoir des bousculades et ça a commencé à chauffer. Il y a un garçon qui dit « Les déchets, vous êtes pénible ». Carrément, ça a poussé Ayano Koji de l'épaule. Heureusement, il n'a pas perdu l'équilibre. Puis ça a continué et voilà, Sudo, ça l'irrite. Toute cette situation effraie un petit peu Kushida qui se rapproche d'Ayano Koji. Et là, une fille qui était avec les troubles faits prend la parole. Et on a de retour du mépris envers la classe D. Je crois que vous devriez comprendre une bonne fois pour toutes comment ça fonctionne dans cette école. Ici, tout est basé sur le mérite. Il n'y a aucun être humain en classe D. Les déchets doivent rester à leur place et se montrer obéissants. Ce côté du pont est réquisitionné par la classe A. Du coup, la classe D s'est faite éjecter du pont. Et on apprécie la maturité de Sudo qui, malgré son mécontentement, n'a provoqué aucune bagarre. Et là, Hirata est venu demander quel était le problème. Finalement, la classe D n'a pas rétorqué et est restée tranquille. On arrive à la répartition des chambres. Pour Ayano Koji, les seules personnes avec qui il pouvait partager une chambre étaient Ike et Sudo. Je pense que c'est ceux avec qui il avait le plus d'affinité, donc par élimination, il ne reste que. Mais l'idée ne l'emballait pas trop non plus. Mais le groupe de chambre était complet, donc il était un petit peu mis de côté. Mais il qualifie l'arrivée d'Hirata de providentielle, il qualifie cette personne comme celle qui va le sauver de cette situation. Ça discute et Ike pose des questions à Hirata sur son couple. Avant de s'en aller, il répond de manière très évasive. Et les remarques sont telles qu'ils observent que, en fait, Karuizawa et lui sont un petit peu distants en ce moment. Et intérieurement, Koji, qui je le rappelle s'était déjà questionné sur leur couple, suppose que la magie du début n'y est plus. Mais il n'avait pas l'impression que leur relation était fragile pour autant. Puis on a le moment, comme dans l'anime, où chacun veut déclarer sa flamme à son crush. Puis notre protagoniste, narrateur de l'histoire, nous décrit l'arrivée sur l'île. Que, malgré la distance qui se réduisait, le bateau fit le tour de l'île afin qu'elle puisse être contemplée. Mais il relève que la vitesse était anormalement élevée et on se demande bien pourquoi. Et que seule une partie de l'île était exploitable. Et les gars, je suis obligé de vous mettre une citation parce que là, c'est vraiment une dinguerie. Pendant le moment que je vous décris, quelqu'un prend la parole. C'est vraiment une vue indescriptible, je n'ai pas de mots. Tu n'es pas d'accord, Ayano Koji? Ouais. Il poursuit intérieurement. J'observais Kushida qui avait les yeux brillants en regardant l'île déserte. Ceci ne manqua pas de faire un petit peu chavirer mon cœur étant donné la beauté que j'avais en face de moi. Je voulais protéger son sourire et son attitude innocente. Mais pour qui il se prend? Sanji? Don Juan? Non mais faut me dire. Et ça me tue de dire ça, mais Ayano Koji serait un BDG? Non. Bref, un professeur prit la parole au mégaphone et en gros il dit aux élèves d'avoir une tenue adéquate, que l'île n'est pas habitée, de mettre en évidence leur téléphone à la sortie et de laisser leurs effets personnels dans leur cabine et de prendre des précautions pour aller aux toilettes car sur place y a rien. Et genre personne se pose de questions là. Bon, les classes sortent du bateau par ordre alphabétique, donc on commence par la classe A, dit le professeur. Et Ayano Koji nous dit que le soleil tapait tellement fort que c'était difficile à supporter et que vu qu'ils sont en randée, l'attente fait un peu plus longue que celle des autres. Et là, Orikita fait son apparition. Pour Koji, à première vue, tout était ok, mais quelque chose l'interpella. Elle dégageait un truc étrange, elle semblait anxieuse, c'était visible sur elle. Elle avait l'air d'avoir pris froid et se grattait inconsciemment en attendant de sortir du bateau. Notre protagoniste a relevé tout ça, quel observateur. Et ensuite, comme dans l'animé, ils échangent un petit peu. Ils étaient enfin sur terre ferme, mais ça avait pris du temps car les professeurs avaient divisé les élèves pour pouvoir fouiller les sacs. Tu te dis, oh, pourquoi? Et Ayano Koji fit une remarque à sa camarade. Et ils ne sont pas un peu trop sur leur garde, les téléphones devraient être confisqués qu'en cas d'examen. Puis je me demande pourquoi ils s'assurent à ce point qu'on ne rapporte pas trop d'affaires à nous. Carrément, si on était seulement venu pour passer du bon temps, on n'aurait pas à subir tous ces contrôles. Il y avait même un hélicoptère derrière eux, ce qui les rendait un petit peu suspicieux. Ayano Koji fait même un petit peu preuve du bon soupçon, en se disant que c'est peut-être parce que les professeurs voulaient éviter que les gens se noient, se cassent la figure, ou alors même cassent leur téléphone. Voire éviter l'accumulation de déchets en restreignant le nombre d'effets personnels. Il dira qu'au moment d'arriver, il n'avait pas encore réalisé que l'endroit où il venait de mettre les pieds était la frontière entre le paradis et l'enfer. C'est dans l'animé, mais on a l'intervention de Shabashira pour faire l'appel. Les choses qui se déroulent sont globalement pareilles avec les règles, mais on va ajouter quelques détails. Bien qu'elle tenait une planche de surf, elle avait la même tenue que les élèves qui étaient formés en ligne. Mais selon Ayano Koji, l'ambiance avait plus l'air d'un camp d'entraînement militaire que des vacances. Et là, c'est pas une partie qu'on a dans l'animé, mais on a des élèves impatients de retrouver la plage. Puis, un professeur nommé Monsieur Mashima, professeur d'anglais et prof principal de la classe A, intervient devant tous les élèves. Il indique que tout le monde est présent à l'exception d'une
une élève qui est malade et n'a pas pu venir. Je pense que vous voyez tous de qui je parle et on a un peu plus de précision plus tard dans le volume. Et Ike et Ayanokoji prenaient un peu en pitié cette fille. En mode dommage, elle doit rater un truc de ouf, bateau, restaurant, spa, spectacle. Elle aura trop le seum quand ses camarades vont lui raconter le voyage. Voilà leur pensée. On peut dire que c'est des braves. Ayanokoji, toujours en monologue, se questionna sur la mine qu'affichaient les professeurs qui est décrite comme sérieuse. Carrément, il se demandait même s'il n'avait pas les nerfs de devoir surveiller des élèves en train de s'amuser. Puis la suite est intéressante et je vous cite les mots d'Ayanokoji. Alors que l'on pouvait entendre le bruit des vagues, les élèves furent tous pris de stupeur. Ils semblèrent se décomposer après les mots qu'il prononça, comme si M. Mashima voulait casser l'ambiance. Nous allons donc commencer la première épreuve de cette année scolaire. Tout le monde est choqué, ça crie de partout, même Ayanokoji est surpris et il dit « En fait, c'était vraiment trop beau pour être vrai ». Dans le volume 1, j'avais parlé du fait qu'on ressente ce côté-là de vouloir faire des élèves l'élite, et ici, c'est totalement le cas avec M. Mashima. La durée de l'épreuve sera d'1 semaine. Vous vivrez donc sur cette île déserte jusqu'au 7 août. Ceci est un test pour évaluer votre manière de vivre en groupe. De plus, cette épreuve spéciale se base sur des simulations effectuées pour l'insertion en entreprise. Je vais même vous donner des indices qui peuvent vous mener à la victoire. Maintenant que les humains sont redevenus lucides, ils se posent les bonnes questions. Île déserte, aucun bateau, le confort, c'est comment? Le prof, aucune pitié, il dit il n'y a pas d'abandon sans raison valable. Disons le terme, il dit c'est interdit. En gros, il dira vous allez vous débrouiller. Chaque classe aura 2 tentes, 2 lampes torches et chaque élève une brosse à dents. Et comme l'école pense aux filles, elles pourront utiliser les produits hygiéniques autant qu'elles veulent. Ike s'énerve en mode quoi? Caresser de la survie et qu'ils arrêtent leur délire. On n'est pas dans un animé là. Et il se questionne sur la nourriture. Impassible, le prof dit qu'en fait l'île appartient à une entreprise et que c'est elle qui a conçu l'épreuve top secrète et qu'à part cette entreprise et l'établissement, personne n'est au courant qu'ils sont là. Shabashira, elle, dit que dans le monde, beaucoup d'entreprises fonctionnent comme ce lycée où les conditions de travail peuvent changer subitement. Elle finit en disant le monde est beaucoup plus vaste et profond que vous l'imaginez. Ayanokoji commença à réfléchir à ses futures actions. Il dit lui-même qu'il doit arrêter d'être surpris en pensant que ce qu'il se passe est impossible car ce n'est pas une école comme les autres. Maintenant, faut voir comment le prof est mesquin. Il dit mais oh, n'en faites pas tout un plat. Vous aurez la possibilité de faire des barbecues, de nager. On est en mode oh, on pourra s'amuser alors. Puis en mode rabat-joie, Shabashira dira aux élèves il faut quand même prendre le test au sérieux. Et elle donne quand même les informations importantes. Comme quoi toutes les classes auront 300 points. Elle glisse un petit peu un truc vicieux sournois en leur disant qu'il sera certainement possible de passer une bonne semaine de vacances et que c'est Monsieur Mashima qui a créé ce guide de survie que l'on voit dans l'animé. Et un détail qu'on n'a pas dans l'animé, c'est que Monsieur Mashima dira que comme la classe A a une élève absente à cause de sa santé fragile, elle commencera avec un moins 30 points, c'est-à-dire 270 points. Je vais pas vous refaire toutes les discussions de la classe D, inquiétude, embrouille, questionnement. À part un petit moment qui m'a bien fait rire. Genre, vraiment, Shabashira, elle est vraiment crue. Sudo dit qu'il veut aller au petit coin. Elle dit, oh, ça tombe bien, j'allais y venir. Tenez, ça, c'est pour faire vos besoins. J'étais choqué. Tout le monde était en mode, mais c'est quoi ça? Surtout Shinohara comme dans l'animé. Et la professeure, elle continue carrément ses explications. En mode, ça a partagé entre filles et garçons. Il y a même une tante qui va avec pour respecter votre intimité. Elle fait même la démonstration. Tout le reste, c'est comme dans l'animé, à part l'intervention de la prof de la classe B, mais c'est sans importance. On nous donne les règles encore, tout comme dans l'animé, avec les zones spéciales et la carte de leader, etc., etc. Il y a le grand débat sur les points avec l'embrouille entre les filles et les garçons. À un moment, Shinohara demande l'aide de Karuizawa pour plaider la cause des filles. Mais elle sera déçue car cette dernière dira qu'elle préfère garder des points plutôt que son confort. Je sais pas si elle l'avait dit dans l'animé, mais j'étais plus sûr, donc je vous le redis. Elle dira carrément qu'il faut supporter et que c'est pas la mort et que l'établissement a fourni le minimum syndical, faut en tirer profit. Bam! Et Karuizawa, même si c'est l'argent qui te motive, je suis fier de toi. Et là, ça s'envenime, avec notre Yukimura national qui explique que c'est une chance de combler l'écart avec les points de classe, qui n'a pas envie de rester en classe D toute sa vie. Oui, bien dit mon gars, faut être ambitieux dans la vie. Il y a encore une embrouille, Hirata prend la parole, et Yukimura parle vrai. Il en a marre que les gens prennent des décisions arbitraires, et il dira ça. Si la classe D ne décide pas d'un leader, alors notre futur risque d'être bien noir. Hirata-kun est trop pacifiste et en essayant de plaire à tout le monde, il prend des décisions mauvaises. A-t-il tort? A-t-il raison? Va savoir. Ayanokoji et Orikita regardaient la scène et cette dernière soupira en mode c'est peine perdue. Le protagoniste nous dit que la classe est divisée en 3, les économes, les dépensiers et ceux essentialistes. Et ça constituait leur premier défi de ce test. Il demanda à Orikita son point de vue et elle dira qu'elle pense un petit peu comme Yukimura mais elle n'est pas sûre d'autant se priver sur toute la semaine. Elle se questionne jusqu'où leur corps pourra supporter un tel challenge. Le prota dit qu'ils pensent pareil et qu'ils vont dans l'inconnu. Et Orikita se demande si la classe A et B
ont ses problèmes. Et vraiment, petite parenthèse, quand elle dit ça, ça m'a bien fait rire parce que ça m'a fait penser aux petits débats souvent qu'il y a sur les réseaux, quand les gens disent pendant que les Chinois sont en train de créer la 6G. Et ça m'a fait trop rire parce que tu dis vraiment ça quand t'es désespéré. Et là, on voit que Horikita est désespéré. Bref, contrairement à l'anime où c'est dans leur spot qu'ils s'embrouillaient, là, ils étaient vraiment au point de départ, c'est-à-dire sur la plage. Et ils virent la classe A et B en mouvement. Et Hanokoji note la différence d'organisation entre les classes qui se faisaient ressentir. Je précise qu'à ce moment-là, nous sommes en août, dire 5 mois après la rentrée des classes. Je pense que c'est important d'avoir un indicateur chronologique, temporel. Mais du coup, ça me pose à vous poser la question, est-ce qu'une bonne organisation relève de l'exploit après 5 mois de classe? Ou alors, c'est banal? À vous de me le dire. C'est pas dans l'anime, mais faites attention aux détails. Pendant que la classe cherchait un spot, Hirata était vraiment l'homme de la situation. Il portait les affaires de la classe avec Hanokoji d'ailleurs, qui intérieurement se disait qu'il devait se rendre volontaire par rapport à la charge de travail. Et il accosta Horikita qui s'isolait et était carrément derrière tout le groupe. Il décrit une démarche qui la faisait dévier du chemin initial par moment, mais qui se reprenait aussitôt. Et il lui posa la question. Pas la grande forme? Franchement, je ne suis pas bien. Déjà qu'être sur une île déserte, ce n'est pas le top, mais avec tout ce monde, n'en parlons pas. Intérieurement, il dira, c'est vrai que l'esprit du groupe était loin d'être son truc, mais je pense qu'il était important de faire des efforts, d'au moins échanger avec quelques personnes pour justement améliorer ses carences sociales. Mais lui dire ça n'échangerait rien, alors je préférais me taire. Tu sais ce que tu m'as dit auparavant, ça a eu son effet, dit-elle en tournant sa tête vers moi, arborant un sourire en coin. Je présume qu'il a été décidé que je suis un point mort dans la classe, c'est pourquoi je voulais prendre l'initiative d'aller rejoindre Ike et Sudo en Nectera. Mais ils sont réactifs et bougent vite, je ne tiendrai pas leur rythme bien que j'aurais été en mesure de trouver un bon coin. Oui, effectivement, tu aurais trouvé quelque chose. Le plus important, tu es sûr que tu vas bien? Retenez bien cette question, très important. Juste après, ils discutent sur la situation et comment les autres élèves étaient en train de gérer cette situation. Et par-dessus tout, qu'il était inconcevable pour la classe D d'encore plus creuser sa tombe. Hanokoji déjà avoue réaliser qu'une extraordinaire détermination pouvait exister et que cette épreuve permettait de se battre à armes égales face aux autres classes. Puis Horikita demande à Hanokoji s'il est vraiment désintéressé par le fait de monter en classe A. Souvenez-vous, dans le volume 1, c'est Shabashira qui leur avait soufflé là la discussion qu'ils avaient eue quand ils avaient été convoqués. Il est évasif et répond sans répondre en disant qu'il serait content de recevoir son petit salaire chaque mois et que si c'est en classe A, tant mieux. Il ajoute qu'il pense que tout le monde est dans le lycée pour profiter de ses avantages et questionne Horikita sur sa motivation à intégrer le lycée. Il répondra aussi que c'est pour profiter des avantages sans modération. Il va rester silencieux avant de dire « je vois ». Et j'ai l'impression que c'est un silence en mode « permets-moi d'en douter ». Elle tousse fort en mode « avec un regard assassin puis un regard du coin de l'œil pour illustrer son mécontentement face à sa réponse. Hanokoji dira intérieurement qu'il pense que c'est pour son frère qu'elle est venue et que la classe A c'était sûrement pour être reconnue par Horikita le fils. Perspicace le petit Koji, juste avec leur accrochage dans le volume 1 et l'affaire Sudo, il l'a cerné. Horikita dira que ce n'est pas bien de creuser dans le passé de quelqu'un, désolé mais j'ai envie de dire le culot, mais bon. On n'y est pas encore. En étant dans les pensées de notre protagoniste, il dit quelque chose que je vous laisse apprécier à votre sauce. Je voulais en savoir un peu plus, mais on dirait bien qu'elle avait compris mes vraies intentions. J'essayais en fait de fouiller dans mon passé en analysant le sien, ou plutôt en analysant les motivations humaines. Ce n'était pas une chose plaisante pour moi, et il fallait que je fasse quelque chose à propos de ça au plus vite. On passe et la classe se dit qu'il faut régler les problèmes actuels, surtout les toilettes. Hirata est en mode « je pense qu'il faut acheter ». Yukimura rétorque « tu n'es pas le seul décideur, on doit attendre Ike qui n'était pas d'accord ». Débat. Hirata fait des scénarios comme quoi si tout le monde utilise les toilettes pendant 3 minutes, ça fait 90 minutes de passé. Et Yukimura lui dit « mais ton analyse est ridicule, on va pas tous y aller en même temps ». Hirata continue de trouver des excuses « oui, j'ai choisi mon camp, j'aurais tout fait dans les bois ». Rien à faire, c'est biodégradable. Hirata finira en disant « peut-être que le lycée fait ça pour nous juger sur comment on va dépenser les points ». Hanokoji dira intérieurement « je sentais que peu importe où nous dépensions nos points, il y avait forcément un moment crucial qui déterminera notre victoire ou défaite. Ce que nous avait donné le lycée comme équipement était bien incomplet. C'était comme si c'était un appel à dépenser des points, car il était évident que 2 tentes et 2 lampes torches ne serviraient que pour la moitié de la classe. » Yukimura dira que Hirata spécule et que si les autres classes prenaient des toilettes, ça ferait 20 points d'avance pour la classe D. Hirata, selon Koji, donnait une argumentation solide en disant que ça pourra générer du stress, de l'anxiété, même au niveau de l'hygiène et qu'il est prêt à faire des sacrifices, mais pas sur ça. Yukimura a vu les regards, le silence pesant, il a cédé direct. Mais mon gars, sache que je salue ton courage. Puis il y a la répartition des groupes pour trouver des bons spots comme dans l'anime avec Hanokoji, Koenji et Sakura. Donc comme dans l'anime, on a l'excursion en
forêt et d'emblée, Ayano Koji dira que ça sera un échec. Il parle d'une forte chaleur aussi. Et Koenji est vraiment en mode liberté max. Koji dira qu'avoir une conversation avec lui, en fait, c'était chaud. Et il remarquera qu'en fait, avec Sakura ou Koenji, ça sera compliqué dans tous les cas et qu'il n'y a personne avec qui il pourrait converser normalement. Surtout Sakura, en plus cette dernière venait de trébucher et elle finira par être relevée par le protagoniste. Pendant ce moment, dans une forêt avec énormément d'obstacles naturels, il ne savait plus où aller. Et Koenji s'était tellement enfoncé dans la forêt qu'il n'était clairement pas visible. Sakura peinait à suivre la cadence que lui imposait Ayano Koji, cherchant à rattraper Koenji. Et au fur et à mesure, Ayano Koji trouvait quelque chose de louche. Voici ce qu'il va dire intérieurement en parlant de Koenji. Était-ce une coïncidence? Je ne croyais pas. En effet, il ne faisait preuve d'aucune hésitation dans sa démarche. Était-il normal pour quelqu'un d'avancer de façon aussi aléatoire dans un endroit inconnu? On aurait dit que Koenji savait ce qu'il faisait et qu'il avait un but en tête. Je fus en tout cas surpris par notre grande progression. Ayano Koji se retrouve coincé entre l'allure de Sakura et l'allure de Koenji et il se dit, il doit agir. Koenji, on n'est pas un peu parti trop loin de notre campement? On pourrait se perdre. Je suis un génie avec une aptitude physique parfaite. Il n'y a pas moyen que je me perde dans une forêt aussi petite. Si quelque chose devait arriver, ce serait à cause du fait que je ne sois plus dans ton champ de vision. Soyons honnêtes, tu ne peux pas tenir mon rythme, tu ferais mieux d'abandonner. Un peu plus loin dans la discussion, il dirait qu'il n'a pas vraiment de risque de se perdre. Il poursuit en parlant d'une forêt pas si naturelle que ça et que normalement en journée, les chances de se perdre avoisinent 0. Mais il trouve ça assez curieux. Et Ayano Koji trouve ses propos dénués de sens. Malgré une Sakura désireuse de ne pas être un boulet, c'est un boulet. La copine a atteint ses limites et demanda à ralentir le rythme. Et elle s'excusa, sauf que notre protagoniste sentait qu'elle n'était pas vraiment désolée du tout. En fait, c'est comme si elle cherchait un prétexte pour que les deux restent ensemble et ça, il l'avait remarqué. Mais il dirait qu'il n'a pas la possibilité de le confirmer, mais moi je te le dis Ayano Koji, oui, elle cherche quelque chose. Bref, là on arrive à un moment clé. Après avoir marché un long moment, nous atteignîmes l'entrée d'une caverne inoccupée et bien ancrée dans la montagne. On aurait pu croire dans un premier temps que c'était naturel, mais en y regardant de plus près, il était possible que ce soit d'origine humaine. Et là on est sur un moment qui est dans l'anime, mais qui apporte beaucoup plus d'informations. Ayano Koji fit un constat. Je vais d'abord vous mettre ses pensées, puis un dialogue que je décrypterai plus tard. Vu la taille de l'endroit, on peut y mettre 2 tentes, Katsuragi-san. Quelle chance, faut qu'on sécurise l'endroit au plus vite. Chance, j'ai repéré cette caverne avant que le bateau ne s'arrête. C'était logique de la trouver, alors mesure tes paroles et tes actes. Surtout que nous sommes peut-être espionnés, et en tant que leader, j'ai une responsabilité. Il faut éviter la moindre erreur de jugement. J'essayais d'écouter leur conversation malgré leur voix lointaine. Désolé, mais comment ça, tu avais repéré l'endroit avant? Tu penses que ce n'était pas juste pour que l'on admire le paysage? Le tour était trop long pour du simple rinçage d'œil. Qui plus est, l'annonce était étrange. Et dire que je n'avais rien remarqué, tu as percé les intentions du lycée à jour, ça ne m'étonne pas de toi. On bouge pour chercher une autre zone, Yaeko. Cela ne sert à rien de rester ici plus longtemps vu qu'on a sécurisé cet endroit. J'avais réussi à observer encore 2 autres sentiers battus depuis la tour de l'île, il doit y avoir quelque chose là-bas. Si on continue comme ça, Sakayanagi n'aura plus d'autre choix que de la mettre en veilleuse. Désolé pour mon petit jeu d'acteur, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de cet échange? J'étais vraiment dans le personnage. Bref, vraiment, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet échange? Que d'une part, Katsuragi est super à l'affût et que ce que Ayano Koji avait remarqué sur l'itinéraire du bateau était avéré. Et qu'il n'est pas le seul à qui ça avait mis la puce à l'oreille et que le lycée mettait toutes les preuves sous le nez des lycéens, mais de manière très subtile. Et l'autre information, c'est qu'on nous parle d'une certaine Sakayanagi. Oui, pour ceux qui connaissent la suite, on peut se dire que c'est normal, mais pas du tout, et on se doit d'agir comme si nous ne connaissions pas la suite, et c'est la première fois qu'on la mentionne. Donc on peut estimer que Sakayanagi est une personne avec un rôle important dans la classe A. Quand je dis on, c'est nous les lecteurs, mais aussi Ayano Koji. Et comme dans l'anime, il met sa main sur la bouche de Sakura, toute confuse, et il prit la parole sur ce qu'il remarqua. Le terminal sur le mur indiquait classe A, 7h55 restantes. Et que si la classe A sécurisait ce spot, ça leur fera environ 3 points par jour, vu qu'une capture est égale à 1 point. Et qu'au final, en additionnant ça au spot, ça leur permettrait de compenser la perte de 30 points liée à l'absence d'un de leurs camarades. Ayano Koji se questionne sur la dynamique des autres classes. Est-elle similaire à celle de Katsuragi? Il salue également la vivacité d'esprit de Katsuragi pour avoir repéré l'endroit et mentionne que la classe A doit vraiment voir le monde autrement et que ça sera compliqué de les devancer. Puis Sakura prend la parole. Ayano Koji-kun, tu crois que c'était leur leader? Ayano Koji intérieurement dira. En effet, c'était la preuve que leur chef avait commis une erreur fatale. Bien que sa présence fût nécessaire pour sécuriser l'endroit, nous pouvions être quasiment sûrs que c'était lui le détenteur de la carte. Bien entendu, il ne devait pas penser être épié, alors il n'était pas sur leur garde. Juste par mesure de précaution, nous cherchâmes si d'autres élèves de la classe A n'étaient pas cachés. Et Ayano Koji libéra Sakura du poids d'informer Hirata, mais c'est vraiment sur ce point qu'il faudra être attentif jusqu'à la fin. On arrive au moment où les groupes se rejoignent et Ike montre son enthousiasme suite à la découverte d'une rivière comme dans l'anime. Maintenant, Hirata, en fédérateur, pense aux absents qu'il faut attendre car ils connaissent pas le spot découvert. Sakura et Ayano Koji parlent du cas Koenji qui semblerait être allé nager solo. Et là, Hirata s'indigne et je comprends pas. Il dit à Ayano Koji,
Comment est-ce qu'on l'a perdu? Est-ce que tu n'as pas rempli correctement ton rôle de guide? Aonokoji, il est en mode, mais je vais pas enchaîner les gens quand même. Puis intérieurement, il dit, mais en fait, il en fait des caisses quand même. Et que suivre le rythme de Koenji tout en explorant était une performance. Hirata, le boug en rajoute vraiment. Et ceux qui ont suivi mes reviews, notamment la numéro 10, c'est peut-être les prémices d'Hirata Noir, Hirata la dictature. Implicitement, je comptais sur toi, mais on dirait que t'es pas si fiable que ça. Non, Hirata la dictature vraiment. Mais le proto ne se laisse pas faire. T'es pas mieux. T'as dit quelque chose? Non, rien. Dans ses pensées, Aonokoji dira: il y a trop d'élèves à problème dans cette classe, et je m'inclus dedans. Hirata est aussi relou dans le genre. Et c'est vrai, mais maintenant, reste à voir comment ils vont gérer tout ça. Maintenant, Aonokoji se questionne sur le spot. Pourquoi personne n'avait mis la main dessus avant? Et est-ce que la rivière est exploitable? Et que la rivière est encerclée par la forêt et que les adversaires pouvaient se planquer dans les arbres sans qu'on s'en rende compte? Il va continuer ses théories, mais bon, c'est sans importance. Il est temps de choisir un leader, lancera une personne de la classe D. Comme dans l'animé, Kushida va recommander Orikita qui accepta sans broncher, et on dérive sur le débat sur l'eau potable de la rivière avec les mêmes protagonistes, Shinohara et Ike. Ce dernier qui fut traité de fou par la première car il envisageait de faire boire l'eau aux humains. Elle n'était pas la seule car d'autres humains aussi sont allés exprimer leur mécontentement à Hirata. Et malgré le fait qu'Ike ait bu l'eau, l'avis de Shinohara resta le même et la tension était vraiment palpable. La classe décida de remettre cette discussion à plus tard, sauf que des échanges houleux comme dans l'anime ont pris place. On a Aonokoji qui relève le fait qu'Ike soit familier avec les sorties en nature et lui dit qu'il aurait dû mettre cet aspect en avant. Et intérieurement, il relève la frustration d'Ike qui était du coup perçue par les filles comme quelqu'un de bizarre et avec qui elles étaient sans pitié, et je pense que ça doit faire mal. Enfin, il dit que ça doit faire mal, et moi je dis surtout pour quelqu'un qui est un BDG. Et le protagoniste est certain que ce se serait passé différemment s'il avait su rassurer sur ses capacités. Ike s'excusa avant d'aller prendre un bain. Et la leader donne des ordres au protagoniste en lui demandant de le suivre, car pour elle, ses connaissances peuvent vraiment être utiles, limite vitales, et qu'il sera un vrai atout. Et on voit vraiment la perspicacité d'Orikita ici. Aonokoji bronche un petit peu et demande à Orikita si elle le croit vraiment capable de le persuader. Je vous laisse la fin de leur discussion en citation avec les pensées et les dialogues, parce qu'en résumant, je n'arriverai pas à vous transmettre totalité du propos. Surtout dans cette partie qui, je trouve, est assez importante. Je te le demande car je sais que je ne pourrais pas gérer ça. Je peux compter sur toi? Est-ce que j'ai le choix? De toute façon, tu n'as personne d'autre à qui demander. Il n'y avait pas de besoin de me faire un dessin. C'était dans mon intérêt entier. En effet, ne pas aider les autres à se reprendre allait me forcer à endosser le rôle de chef avec tout ce que ça impliquait. Pour quelqu'un qui n'aime pas trop qu'on compte sur lui, tu es bien coopératif. Bras croisés, elle gardait toujours sa classe naturelle même pour demander une faveur. C'est une des choses que j'aimais bien chez elle, dit-il. Non mais je comprends, je vais tenter de le remettre d'attaque, et laisse à ma discrétion le moment de le faire. Très bien, de toute façon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le moment là. J'acceptais sans broncher, mais j'étais toutefois inquiet pour Orikita. Et je me demandais notamment si son côté perso n'allait pas se retourner contre elle cette semaine. Après tout, je pense que c'est vraiment quelqu'un de super, du moins si on prend à part en tant qu'individu. N'importe qui peut se débrouiller seul pour améliorer ses notes, mais il y a des choses qu'on ne peut accomplir sans aide. Cette épreuve en était un très bon exemple. Orikita avait sûrement pour la première fois pris conscience de ses limites. Le fait qu'elle s'appuie sur moi de façon à peine cachée le prouvait. Sans amis, nous ne communiquons pas. Sans communiquer, nous n'apprenons ni à coopérer ni à faire confiance. Même la plus brillante des élèves, académiquement parlant, devenait une simple élève en difficulté dans cette situation. L'école avait sûrement prévu tout ça. Telle était la chute d'Orikita Suzune, poussée dans ses retranchements face à son impuissance, car personne n'échappe à la loi dans cette école. Les tentes sont enfin montées, mais la classe continue de faire face à certaines problématiques comme celle de voir les filles s'accaparer les deux seules tentes et laisser les garçons dormir à la belle étoile. L'autre problématique, c'est la lumière. Rappelez-vous, il n'y a que 2 lampes torches et ça ne suffit pas. Et Hirata demande à notre protagoniste de l'aide pour allumer un feu. Et Koji parle d'aller chercher des volontaires pour l'accompagner, comme dans l'anime quoi. Et Orikita y va de son commentaire en disant qu'elle est surprise de voir un individualiste aussi serviable pour les gens. Aonokoji dit qu'à ce jour, il ne l'a fait que pour elle et qu'en vrai, Hirata n'a pas vraiment besoin de son aide. Mais Orikita dira qu'en fait, c'est parce que Hirata est le centre de la classe qui demande de l'aide en somme. Du coup, il ne peut pas se reposer ouvertement sur lui. Et elle finira en disant: pour le meilleur ou pour le pire, la classe D se repose sur Hirata et Karuizawa. La valeur du reste réuni est proche du néant. Aonokoji acquiesça et Orikita lui dit: mais mon gars, deviens son assistant, pas pour lui, mais pour toi. Il lui dit: mais c'est une blague ou quoi? Et il dit qu'il faut qu'il cherche des stratégies pour savoir comment faire et aussi une stratégie sur comment utiliser les points. Donc on voit quand même qu'il cherche à s'impliquer, mais si on se souvient de sa phrase, de son dialogue, de son monologue, pardon, lors de la fin du dernier volume, il avait dit s'être trop impliqué. Mais du coup, dans ce cas-là, est-ce qu'il serait pris dans une spirale, un courant beaucoup trop fort pour lui? Ou alors, ça vient d'une discussion qu'il aurait pu avoir avec une certaine personne. Puis vient le moment d'aller chercher les brindilles, c'est dans
dans l'anime. Mais il faut vraiment parler de la phase de BDG de Yamauchi. Parce que vraiment, c'est trop. Ayano Koji vient d'abord vers lui en lui demandant « Est-ce que tu peux m'aider à aller chercher des brindilles ?» Il dit « Non, je suis trop fatigué, j'ai trop fait d'efforts pour chercher un spot, je me repose. » Ayano Koji n'insiste pas. Maintenant, Ayano Koji dit « Bon, au final, je suis seul. » Maintenant, c'est pas Sakura est en mode « Oh, mais je peux venir avec toi si tu veux. » Et soudainement, Yamauchi dit « Bon, en fait, je viens aider. » Ah, t'es plus fatigué d'un coup. Et c'est aussi ce que Ayano Koji lui dira. Et il fera genre, oui, mais tu sais, quand un ami est dans le besoin. Et il interpelle Sakura. Tu sais, le mec en mode bien lourd qui veut forcer avec les filles. On en connaît tous un. On en a connu même plusieurs. Et pour Ayano Koji, ça pouvait être pour elle une opportunité d'élargir son cercle d'amis. Et la partie qui suit, elle me fume. Parce que Yamauchi n'est vraiment pas venu pour étudier. Il dit à Ayano Koji, oui, bon, j'ai des vues sur Sakura. Kushida, c'est trop le haut niveau. Et il veut tenter sa chance avant la fin du séjour. Et que Kushida, dommage, mais il y a plus de chance avec Sakura. Ayano Koji est en mode, mais c'est bizarre, je t'ai jamais vu lui parler avant. Et l'humain, il est en mode, ouais, non, mais tu sais, Sakura, elle a quand même des arguments généreux. Tout ça en mimant des mouvements de pervers. Un conseil, les gars, d'homme à homme, ne faites pas ça, c'est pas bien. J'ai joué mon rôle, maintenant on reprend. Mais ce qui est bien, c'est que Ayano Koji aussi fait son rôle et prenez exemple sur lui. Quand Yamauchi lui demande de l'aide, il dit n'avoir jamais accepté d'aider et intérieurement, le prota se dit mais pourquoi les mecs sont autant en chien? Oui, c'est prouvé biologiquement que les hommes aiment les poitrines, mais bon, s'il cherchait juste à être son ami, ok. Mais déjà qu'elle n'a pas l'habitude de parler aux garçons, et il dit, je cite, « Je ne peux pas la laisser en proie à un tel prédateur. » Bref, du coup, faut prendre les brindilles et sur le retour, ils virent une fille qui semblait avoir été violentée. On voyait la trace de gifle. Quand on demande à la fille comment elle va, elle est un peu en mode aigri, en mode laissez-moi, je suis votre ennemi. Et Yamauchi lui dit bon, on peut quand même pas te laisser comme ça. Viens avec nous en classe D. La personne dit mais t'es fou. Et elle dit qu'elle est en classe C. Je pense que vous avez déjà deviné de qui il s'agit. Et dans le groupe, tout le monde était d'accord pour lui porter secours. Même si Ayano Koji émettait des réserves sur les conséquences de la faire revenir dans le camp, notamment au niveau des points. Puis Ayano Koji de lui-même dit « Il ne devrait pas y avoir de soucis si tu viens chez nous. Je m'appelle Ibuki. » Ce que j'aime bien dans ce volume, c'est qu'on est vraiment en immersion totale dans leur aventure. Par exemple, on a le moment où ils essayent de faire du feu avec la difficulté que ça implique. Et Ayano Koji a grave fait le brave parce qu'il avait trouvé la solution. Sauf Kike est venu et a dit la même chose sans le savoir car il n'était pas là. Sakura a tenté de le faire remarquer aux autres, mais Ayano Koji il a joué en mode étonné comme s'il venait de l'apprendre. Énorme. J'avoue être impressionné, on voit bien que tu as l'expérience du camping. C'est juste la base de la base, le fait d'allumer un feu. Tout le monde sait comment faire après l'avoir vu une fois. Là, c'est le Kujo de l'écriture qui vous parle à travers le Kujo du tournage que le Kujo du montage ne manquera pas de mettre dans la vidéo. Comme le résumé est assez long, je vais vraiment conclure le chapitre de la manière la plus rapide possible. Parce que vraiment, il est long. Comme dans l'anime, on a la partie sur la recherche de vivres, l'introduction d'Ibuki à la classe D, une classe qui est extrêmement bienveillante avec elle, et la grosse annonce sur Koenji qui a saoulé tout le monde, surtout Yikumura, qui évoquait la perte de 30 points. En ce début de chapitre, on commence avec un monologue d'Ayano Koji que je vais vous lire dans son entièreté parce que c'est un détail qu'on n'a pas dans l'anime. Je pense que c'est important que vous compreniez les choses parce que c'est important, encore une fois, pour les événements futurs. C'est prématurément que je me réveillais le matin suivant. J'avais passé la nuit à me retourner dans tous les sens, la faute à la chaleur mêlée à l'humidité. Je n'étais même pas sûr d'avoir atteint un moment de phase de sommeil profond. Mon dos était tout chaud et j'étais en sueur. Le petit feu que nous avions laissé allumer toute la nuit dans la tente n'y était sûrement pas pour rien. La douce brise nocturne était vraiment salutaire, mais dès l'aube, les températures commencèrent lentement mais sûrement à grimper. En veillant à ne réveiller personne, je sortis discrètement de la tente. J'eus l'impression d'être entouré par les montagnes en voyant tous nos effets personnels empilés dehors. Cela résulta d'une décision commune de laisser nos affaires dehors afin d'optimiser un maximum l'espace à l'intérieur des tentes. Je regardais à droite et à gauche, vérifiant que personne n'était dans les parages et je me mis à chercher un certain objet d'une certaine couleur. Ce qui m'intéressait était bien entendu le sac d'Ibuki, cette fille d'une autre classe que nous avions retrouvé la veille. Ce dernier était d'une couleur différente de ceux utilisés par notre classe. Le retrouver était donc normalement chose aisée. À la seconde où je le vis, je me précipitais dessus. En ouvrant la fermeture éclair, je me disais que je n'avais pas intérêt à me faire choper, sous peine d'être catalogué comme pervers. À l'intérieur, il y avait une serviette, des vêtements de rechange, des sous-vêtements, des choses tout à fait banales en somme. Une petite minute, un appareil photo numérique. Alors, j'avais vu juste hier, quand Yamauchi avait voulu prendre son sac pour lui venir en aide. J'avais entendu une espèce de bruit sourd et pensé naïvement que ça devait venir d'un arbre aux alentours. Un autocollant au dos montrait que l'appareil avait été loué. Ce n'est pas le premier
premier truc que l'on pense à se procurer dans ce type d'épreuve. Pourquoi Ibuki avait-elle un objet pareil en sa possession? J'ai tenté de me mettre à sa place et un nombre infini de possibilités me vint en tête. La première chose à faire fut de trouver une source d'électricité afin de le charger et d'inspecter son contenu. Une fois cela fait, je ne trouvais hélas rien de concluant. L'appareil ne contenait aucun fichier comme s'il n'avait jamais servi. Je le replaçai dans son sac, remis le sac d'Ibuki là où je l'avais trouvé, puis retournai dans ma tente. Au bon matin, une petite discussion entre Hirata et Ayanokoji survient. Le délégué de la classe calcule le solde de points restant en comptant le désistement inattendu, sachant que leur objectif était de finir la semaine à 120 points. Et le fait que ça devienne incertain l'a réveillé. En mode genre trop préoccupé le gars. Mais il se questionne tout de même sur les conditions qu'aura la classe D en rentrant au lycée. Ayanokoji, pensant à haute voix, dit: aspirons-nous à égaler les élèves de la classe A ou bien restons-nous juste simplement fidèles à nous-mêmes en tant qu'élèves de la classe D? Bien que notre prota ne cherchait pas de réponse, Hirata a répondu tout de même en disant que la question était complexe et qu'il ne peut pas y répondre. Fin de discussion, les deux retournent dans la tente. Ayanokoji, en pleine réflexion, se dit qu'en effet, la rivière leur confère un avantage, mais il fallait quand même trouver les spots des autres classes. Et en faisant attention à ce que tout le monde dorme, Ayanokoji, en mode ninja, prit le manuel et trouva des feuilles blanches. Il se mit à dessiner une île sur une des feuilles, la déchira et la mit dans sa poche avant qu'Hirata ne revienne lui proposer d'aller se rafraîchir à la rivière en raison de la forte température. Et un moment qu'il n'y a pas dans l'anime et que je trouve à son importance, à la rivière, ils firent une rencontre inattendue. Celle de Kanzaki de la classe B en train d'examiner la zone du camp de la classe D. Et il n'était pas seul et ça l'a surpris de voir des gens de la classe D aussi matinaux et s'excusa de les avoir dérangés. Et direct Ayanokoji ne perd pas le nord et lui demanda où était leur camp sans réelle conviction. Et il leur donna l'itinéraire en rajoutant: au passage, dites-lui qu'elle est la bienvenue en cas de besoin. Et tout le monde se questionne, mais de qui il parle? Et Hirata rentre dans l'art et demande à Kanzaki, je vais le dire avec mes mots, avoue que t'es venu nous espionner sur comment on utilisait nos points. BAM! Le malaise se faisait ressentir, son visage le trahissait. Ayanokoji dit qu'en vrai, grâce au nombre de toilettes, de tentes ou de douches, d'un coup d'œil, on peut analyser le nombre de points utilisés. Et il pense que leur objectif était de savoir qui était le leader de la classe D. Et c'est très intelligent comment Ayanokoji suppose qu'ils ont raisonné, étant donné que le droit d'occupation expire après 8 heures. Il dit qu'il était peut-être possible de prévoir l'heure de la prochaine capture. Moi, je rajoute qu'avec des estimations sur les heures de sommeil, venir tôt fait sens pour mieux observer. Sauf que la classe D avait délibérément retardé le moment de la capture du spot pour qu'il expire après 8 heures du matin pour contrer l'éventualité d'être épié. C'est juste trop fort. Hirata finira par dire qu'il n'aime pas jouer les durs, mais qu'à défaut de ne pas gagner, il aimerait à tout prix protéger l'identité du leader. Et Ayanokoji lui dira d'être un mec chill car il se prend trop la tête et il sera remercié par le délégué pour ça. L'appel de classe fini, Hirata organise une petite réunion. Et une scène qui n'est pas dans l'anime survient. On a notre cher Ike très colérique qui demanda à certaines personnes, à deux garçons, ce qu'ils faisaient là. Et on peut donc supposer qu'il ne sait pas qui ils sont. Et le narrateur indique qu'Ibuki avait un air morose et reculait vers la tente comme si elle voulait se cacher. On comprend par la suite que ce sont des élèves de la classe C qui étaient venus chercher des noises à la classe D avec les insultes classiques. Oh mais vous êtes des déchets. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Bref, la classique. Ils font tout ça avec des chips et des boissons en main. Et Ayanokoji dit en mode, ah ben ouais, vous vous amusez bien en fait là où vous êtes. Et les élèves de la classe C sont en mode, est-ce que tu connais Ryuen? Et Ibuki intervient et dira à Ayanokoji qu'il doit se dire que ce sont des sbires de Ryuen. Et là la scène elle est assez drôle parce qu'en fait quand ces sbires ils continuent de chambrer la classe D en disant par exemple, ah mais vous mangez quoi au petit-déj? Des insectes? De l'herbe? Allez, vous me faites pitié. Et quand il dit ça, il jette une chips. Et le pire vraiment, c'est que Ayanokoji en narrateur il va dire, bien entendu Ike sauta dessus. Et ça m'a fait rire de fou. Imaginez, on vous traite comme du n'importe quoi, on vous vanne mal, et comme un chien errant, vous sautez sur une chips. Mais où est la dignité dans tout ça? Juste pour des miettes de chips. Mais Ayanokoji relève que ces provocations avaient un impact sur la classe qui était en sous-alimentation pour économiser des points. Et je rajoute que c'est vrai que c'est chaud comme condition parce qu'on est là derrière nos écrans, mais avec ce volume-là, on constate vraiment la difficulté que c'est de survivre pendant une semaine avec le minimum syndical. Et qu'il faut le vivre pour comprendre. Et c'est pour ça que je voulais relever cette partie. Parce qu'on la voit pas dans l'anime alors que ça apporte une touche de réalisme. Et avant de partir, les gens de la classe C ont dit ceci. Nous venons délivrer un message de Ryuen-san. Si vous voulez profiter de vos vacances, rendez-vous à la plage tout de suite. Franchement, ne soyez pas timide, venez passer de bons moments avec nous. Mais on est où là? C'est Spring Break ou alors c'est un examen spécial? Et suite à cette invitation, Ibuki et Ayanokoji se sont dit qu'il vaudrait mieux en informer Urikita. Et on va ici relever le fait que malgré de nombreuses tentatives, Urikita ne répondait pas à l'appel d'Ayanokoji avant de le faire un peu plus tard. Est-ce que ça nous alerterait pas sur quelque chose? Ensemble, ici, Ayanokoji et Urikita parlent de la provocation de la classe C. La leader
leader de la classe se questionne sur le degré d'implication d'Ayanokoji qui souhaite prendre les devants face à cette situation. Horikita est réticente et dit qu'elle ne doit pas trop sortir vu sa position de leader et qu'elle ne doit pas trop se faire remarquer. Ayanokoji insistait un peu et a même dit: c'est un risque à prendre. Tu as été considérée comme étant la plus à même de remplir ses fonctions, puis je te comprends tout à fait. Mais rester enfermé ne va pas spécialement nous aider. Je veux dire, Ryuen te connaît et Ichinose t'a à l'œil. Ajoutons à cela que tu es la sœur du président du conseil des élèves et que ce n'est un secret pour personne. Bref, tu ne peux pas t'effacer, tout le monde a ton nom en tête. Elle finira donc par accepter de faire un tour et ils sont difficilement arrivés sur la plage de la classe C à cause du chemin, avec une Horikita pas forcément disposée à marcher. Et là, Ayanokoji nous dit qu'ils sont passés de la peur à la stupeur. Mais de quoi ils parlent? On a vraiment un détail de la réaction et ça me cale, surtout la description qu'Ayanokoji fait d'Horikita. D'abord, elle sort un « Non mais, sérieusement ?» Et ça me calme parce que vous voyez quand les élèves modèles là, ils voient des choses et qu'ils vont dire au prof. Elle, c'est la même énergie. Là, apparemment, elle n'en croyait pas ses yeux. Elle faisait que répéter la même phrase en boucle. Est-ce que vous savez ce qu'il en faut pour en arriver là? Genre, répéter une phrase en boucle. Mais le pire, c'est qu'Ayanokoji lui aussi dit qu'il n'en pensait pas moins. Et dans l'anime, on voit ces choses. C'est l'Eldorado, le paradis sur Terre. Et comment ne pas être choqué? T'es en classe D, tu comptes sur Ike qui te ramène des baies pour pouvoir survivre. Alors qu'en face, barbecue, parasol, de la nourriture, quoi. Des jet skis, la plage et tout. Et Ayanokoji dit qu'il y aura au moins 150 points de dépensés. Là, Ryuen les fait appeler comme dans l'anime. Et là, il y a la même discussion sur différents points de vue de chacun sur la manière d'aborder l'examen et le nombre de points utilisés. D'un côté, un Ryuen qui dit qu'il faut savoir profiter et de l'autre, Horikita qui pense qu'il faut économiser. Sauf que le premier a une stratégie et le deuxième n'en a pas. Mais ça, on en discutera plus tard. Mais Ryuen n'est pas fou. Leur échange continue, ça parle du cas Ibuki comme dans l'anime. Sauf que là, il laisse croire à Horikita que la raison de l'embrouille entre Ibuki et Ryuen est à cause des points. Et il indique avoir fait pareil avec un autre gars. Je vais maintenant vous citer comment l'élève modèle a tenté de lui faire la morale. Endurance, concession et travail d'équipe seront de mise cette semaine. On dirait bien que tout cela est hors de votre portée à en juger parce que je vois, dit Horikita. Puis notre narrateur dit que c'est impossible qu'il puisse tenir une semaine. C'est-à-dire qu'on voit qu'il se pose les bonnes questions. Et Ryuen va répondre à Horikita. Travail d'équipe? Laisse-moi rire. Dans la vie, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Ceci mis à part, tu es la bienvenue ici, que ce soit pour manger, faire du jet ski ou pour t'amuser autrement avec moi. Pour cette dernière option, je nous réserverai une tente rien que pour nous deux. Ah ouais, c'est plus qu'Astro of Elite, hein, c'est juste Elite. Enfin bref. Horikita pensait qu'avec ça, la classe C était hors course car elle ne s'est basée que sur ce qu'elle a vu. Mais vous savez pourquoi on aime Ayanokoji? C'est qu'il anticipe tout. Vraiment désolé, ce tome est long, mais il y a beaucoup de détails. Ayanokoji a un détail qui lui traverse l'esprit. Avec Ibuki, normalement, la classe C perd des points. Mais voir Ryuen indifférent lui fait penser que le nombre était proche de 0. Et elle se demande, mais pourquoi ce choix? Et c'est Ryuen qui va confirmer l'intuition d'Ayanokoji. En gros, la stratégie 0 points, et il va penser que l'objectif de la classe C était de trouver le nom des leaders qui leur assurerait 150 points. Et Ryuen continue de les narguer. Et franchement, quand tu connais sa stratégie, il a bien raison. C'est tout bête finalement, hein. Vous pensez sûrement que nous faisions la course au point, mais il s'avère que s'il y avait autre chose, que feriez-vous? Après tout, vous devriez peut-être économiser votre énergie pour chercher à manger. Vous vous cassez le dos pour de maigres points, allant jusqu'à chercher des spots à protéger, désigner un leader, finir en sueur pour manger. Je n'ai rien de plus à vous dire si ce n'est sélection naturelle. Et Horikita prend un peu le seum et dit à Ayanokoji de partir et Ryuen fait du Ryuen. Où il rêve débat avec Horikita, je vous le retranscris pas mais il a même mimé. Et on fait face à une Horikita qui n'a pas encore saisi qu'elle n'a pas la science infuse. Et que d'autres personnes peuvent être plus malines qu'elle sans passer par des moyens traditionnels. Et Ayanokoji le lui montre subtilement. Il lui dira que Ryuen ne faisait pas quelque chose d'anodin et qu'au lieu d'être en difficulté comme Horikita le pensait, il pense que l'option d'abandonner l'examen et de rentrer sur le bateau est l'option pour laquelle il va opter. Sûrement pour conserver la santé de ses camarades ou autre raison. Mais j'ai certes encensé Ayanokoji, mais lui-même dira qu'il n'est pas certain de ce qu'il avance. L'objectif d'Horikita et d'Ayanokoji est d'en savoir plus sur la situation des autres classes et suivre l'indication de Kanzaki de la classe B. J'espère que vous en souvenez, j'en ai parlé il y a même pas 10 minutes. Horikita espère que la classe B sera à la hauteur de leur rang. Et petite précision, c'est qu'actuellement, on est toujours au deuxième jour de l'examen. Dans l'anime, c'est aussi le cas, mais ce que je vais vous dire, ils ne vont en parler que brièvement. Alors que moi, je vais vous donner tous les détails. Et en plus, tout est inversé. Eux, ils font classe B, classe A, classe C, alors que c'est d'abord l'arrivée sur le camp de la classe C et tout le reste. Bref, Ichinose les accueille comme il le faut, même si Horikita refuse de se poser sur le hamac. Mais bon, on remarque ici que les deux classes collaborent vraiment, même si ça part d'une Horikita qui fustige les leaders de la classe B de questions en mode combien de points dépensés, pour quel achat, la qualité des produits, waouh, doucement.
attends, c'est une entreprise de certification des avis ou c'est comment? Slow down, même si elle dit avoir des infos à donner en échange. Mais le pire dans tout ça, c'est que la classe B coopère. Je n'entrerai pas dans les détails parce que je ne pense pas que ça vous intéresse de savoir quand est-ce que les gens de la classe B vont aux toilettes ou pas, ou savoir si Ichinose a eu la diarrhée ou pas. Mais on voit vraiment qu'il y a eu une étude sérieuse de la situation pour effectuer les achats. Ayano Koji dira que sans tenir compte de l'absence de Koenji, leur classe a à peu près les mêmes dépenses. Et ce qu'il retient, c'est que la classe B arrivait quand même à s'amuser et utiliser les choses avec sagesse. Du coup, on voit que la cohésion de groupe a toute son importance ici. Et les leaders respectifs de la classe B et D ont conclu un accord, être moins formels dans leur rapport et ne pas chercher à deviner frontalement les noms des leaders de leur classe respective. La collaboration continue entre Horikita et Ichinose et cette première s'excuse même d'avoir bombardé Ichinose de questions. Et elle a bien raison parce que ça devenait quoi là? Une enquête qualitative? Elle demandera même à notre fille aux cheveux roses préférés si elle n'a pas des infos sur le camp de la classe A. Ichinose leur indique les informations qu'elle a et leur dit qu'en fait ils sont un petit peu sur la défensive. Et avant que notre duo ne parte, c'est là où on voit l'autre élève de la classe C et ils font des commentaires avec Ichinose où ils disent que eux aussi ils ont recruté un élève de la classe C suspect. Et ils ont même évoqué l'échange qu'ils ont eu avec Ryuen et après ça, Ichinose affirme sa volonté de vouloir protéger les Sillons. En partant vers le campement de la classe A, Horikita dira à Ayano Koji si seulement nous pouvions être pareils qu'eux, prendre exemple sur eux. Ayano Koji nous dira que ça sonne comme un esprit de défaite, même s'il pensait pareil, et il dira à Horikita qu'en fait, ce n'est pas qu'une question de points. Qu'au-delà des points, la différence se fait ailleurs. C'est comme ça, la B a quelque chose que la D n'a pas. Le travail d'équipe, n'est-ce pas? La classe B est d'un tout autre niveau. Elle est dirigée d'une main de fer par un leader charismatique. La classe ne peut être ni manipulée, ni divisée. Ils arrivent au campement de la classe A, ça se passe vraiment comme dans l'anime. Ayano Koji qui prend l'initiative de sortir de la cachette et Horikita qui face à Yaiko est cinglante comme jamais et tente de pénétrer dans la tente. Elle dira aussi qu'aucune règle n'empêche de visiter un endroit même s'il est possédé par une autre classe. Horikita était vraiment là pour abattre. Yaiko était vraiment déstabilisé par les arguments d'Horikita. Et c'est après que Katsuragi est venu à la rescousse. Dans l'anime, leur échange ne va pas loin mais il y a vraiment une tension qui s'installe où les arguments de chacun sont valables. C'est vraiment à qui va céder le premier. D'un côté, Horikita sereine veut voir ce qui se passe dans leur camp. Katsuragi est en mode vas-y, mais ça sera pas sans conséquence et il lui donne raison en disant que oui, rien n'oblige, mais c'est une règle tacite qui montre qu'un spot est le territoire de la classe. Et il leur demande, vous n'utiliserez pas la force si quelqu'un venait pénétrer chez vous? Est-ce que vous recherchez le chaos? Horikita tempère. Même si elle cherchait juste à les titiller un petit peu, on montre quand même une Horikita qui n'a pas été intimidée par Katsuragi. Mais elle semblait quand même réellement vouloir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et disons-le, elle avait quand même un petit peu le seum et ça se voyait sur son visage. Et pour finir le chapitre, Ayano Koji dira « La classe A a réussi à rembarrer Horikita en beauté. C'était collector. » Dans l'anime, ils disent que tout ce que je vais vous dire se passe lors de la 4e journée, alors que pas du tout, ça se passe dans la 3e journée. Et je reviens sur la discussion du chapitre précédent entre Hirata et Ayano Koji, qui lui ne se situe pas au 3e jour, mais plutôt au 2e jour. Donc, en ce 3e jour, on a Ayano Koji et Sakura qui partent en escapade en forêt. Enfin, je rectifie. Sakura a désespérément cherché à rejoindre Ayano Koji, bien que ce dernier voulait faire son trip solo. Il se résigne tout de même à être accompagné et commence à taper la discute. En lui demandant par exemple, est-ce que ça se passe bien avec les filles de la classe. Et comme il voit qu'elle n'a pas trop confiance en elle, il l'encourage en lui disant que ça se voit qu'elle fait des efforts et qu'elle s'est améliorée. La petite est contente! Il nous confiera que c'est la première fois qu'il s'exprimait du fond du cœur en espérant que ses mots touchent une personne. Ils ont également brièvement parlé de l'incident avec le mec de la boutique électronique qui semble avoir été viré. Dans leur escapade, Ayano Koji décide de faire une petite pause car Sakura semble ne pas tenir le rythme. Et pour se mettre à l'abri du soleil brûlant, ils décidèrent de s'asseoir près d'un arbre, mais vous connaissez les meufs, elles sont un peu gênées. Elle a quand même fini par se rapprocher de lui avec un petit écart. Et ils ont commencé à discuter et c'était vraiment good vibes. Sakura se livre un petit peu sur son stress de ne pas pouvoir partager de bons moments avec des gens. Mais qu'au final, être avec Ayano Koji la rend heureuse, surtout qu'elle n'a pas eu beaucoup l'occasion de discuter avec lui au lycée. Et être posée en nature semblait les rendre sereins. Et ils ont tous les deux exprimé leur souhait de faire durer ce moment. Attention, ne surinterprétez pas. Mais Ayano Koji, le narrateur, a quelque chose à rajouter. Nous entamions déjà le 3e jour, mais j'avais l'impression d'avoir passé tout mon temps avec Sakura. Était-ce parce que nous n'avions pas d'amis et que nous nous retrouvâmes naturellement? Le résultat était que nous étions déjà en train de nous rapprocher. Ce n'était pas de l'amour, mais de l'amitié. Mais j'eus bien du mal à discerner le moment qui a fait que nous basculâmes dans ce rapprochement. Et Sakura m'y met un appareil photo avec ses mains et Ayano Koji nous rappelle que Sakura est une amatrice de photos et que c'est dommage qu'elle n'ait pas le sien et que c'était peut-être pour cette raison que Ibuki avait un appareil photo. Tiens. Et Sakura dira...
C'est dommage, avec un appareil photo, nous aurions pu prendre de beaux clichés. Mais le fait d'être sur les photos gâcherait le paysage, non? Avec toi, Ayano Koji-kun, les photos seraient top. Ah non, je veux dire, j'ai toujours rêvé de prendre des photos avec des amis. Je vous épargne les détails pour passer à des choses beaucoup plus importantes. Sakura a fait une trouvaille, il semblerait qu'il y ait du maïs. Et Ayano Koji se rappelle ce qu'avait dit Koenji. C'est comme si en fait Koenji l'avait remarqué, mais il n'a pas voulu partager avec la classe. La bonne nouvelle, c'est que c'est de la nourriture supplémentaire. Apparemment, il y aurait au moins 50 épis de maïs. Mais le problème, c'est de les transporter. Ayano Koji enlèvera donc son haut, mais Sakura en mode timide ferma ses yeux en disant « Oh, c'est trop tôt !» Et là, ils entendent des voix. Ils tentent de se cacher, mais en vain. Donc, ils font face à Katsuragi et Yahiko. C'est un passage qui n'est pas dans l'anime, je le rappelle. Et je tiens à noter que Katsuragi c'est grave un bon parce qu'il dira « Étant donné que vous avez trouvé ça en premier, je ne vais pas vous le voler. » Carrément, il proposa même son aide pour aider à transporter. Ayano Koji, habile avec les mots, a feinté le leader de la classe A en disant que sa classe lui a interdit de contracter une dette envers la classe A. Katsuragi comprit et laissa. Par contre, en rentrant au campement, Koji avait tout raconté. Et ils ont fait des équipes pour récolter le maïs et quand ils sont revenus, pas un seul épi de maïs ne manquait. Car Katsuragi était resté pour s'assurer du bon déroulement du transport. Il est fort. Non, Katsuragi, non, c'est un bon. Mais Ayano Koji n'arrivait pas à le cerner, un mec bienveillant ou alors l'inverse. On est donc au 4e jour et là, c'est totalement inédit. Ayano Koji va prendre les devants. Et ça va permettre de comprendre en profondeur son plan et de savoir comment il a fait pour nous donner les résultats en fin d'examen. Plutôt, on va suivre les étapes une par une. Au début de chapitre, Ayano Koji est en full narration. Donc, je vais vous relater entièrement ce qu'il dit et comment il résume la situation de la classe D. Et ensuite, je viendrai résumer le reste. Au 4e jour, des changements survinrent et nous atteignîmes un tournant. Les plaintes et les cris me rendirent sourd, mais laissèrent place avant que je ne le réalise à un fou rire. Nous ajoutâmes du maïs au menu, auprès des poissons qu'avaient attrapés Ike et les autres. Les gens se mirent à boire l'eau de la rivière sans se plaindre, pendant que les fruits que des camarades avaient trouvés nous firent économiser plus de points que prévu. Actuellement, nous en avions utilisé 100, les désagréments comme l'abandon de Koenji compris. En continuant ainsi, on pouvait terminer avec pas mal de points à la clé. Ce résultat était on ne peut plus satisfaisant compte tenu de notre situation de départ, d'autant plus que lorsque le plus intransigeant sur l'économie des points, Yukimura, ne trouvait rien à redire. Tout le monde semblait satisfait. Ah, le bon vieux Yukimura. Mais bref, suite à tout ça, Ayano Koji eut une idée et la nota sur un papier et décida d'aller en excursion en solo pour mieux appréhender la situation. Sur le chemin, il dit que pour lui, 80% de l'examen consiste à être sur la défensive, donc assez axé sur la coopération. Et les 20% restants, c'est de l'espionnage ou de la protection d'informations précieuses. Et pour lui, ce sont ces 20% là qui vont déterminer le résultat. Il dira que maintenant sa classe a décidé de passer à l'attaque. Il était en direction du campement de la classe A, toujours en forêt. Il commençait à entendre le bruit des vagues, son rythme fut de plus en plus rapide. Et il se retrouve sur la côte et il s'arrête net, en étant au bord de la falaise, et à haute voix il dira « Je l'avais vu depuis le bateau, c'est forcément en dessous. » De quoi il parle? Depuis quel bateau? Bon, je continue. Près de la grotte où était la classe A, il aperçut une installation et une échelle non loin de là dans un angle mort. Il dira même que c'est sûr qu'une personne ayant vu l'échelle faisant le tour de l'île en bateau se serait précipitée vers là-bas. Donc le bateau, c'est donc le tour de bateau dont je vous ai parlé au chapitre 1. Donc Ayano Koji a été très attentif lors de ce tour de bateau, comme je vous l'ai dit précédemment, qui n'avait pas l'air d'être anodin en fin de compte. L'échelle menait à une petite cabane. Et tenez-vous bien, il y a une borne qui montrait que c'était un spot. Et dans cette cabane, il y avait des outils de canne à pêche. Et quelle n'a pas été sa surprise quand il a compris que Katsuragi lui aussi avait observé l'île en bateau. Et comment l'a-t-il su? Car sur la borne, il a vu que la lettre A était inscrite. Gris. Donc le délire avec Ayano Koji et Sakura dans l'épisode 9 de l'anime de la saison 1 où ils entrent dans la grotte, oubliez, c'est faux. Oubliez. Je reviens sur le moment et Ayano Koji rebroussa chemin. Il dira « J'avais vu une tour ici quand le bateau avait fait le tour. » Fouillant dans ses souvenirs, il se retrouva vers ce qui pourrait s'apparenter à une colline. Et depuis cet endroit, il aperçut la tour en question. En se rapprochant, il y avait des équipements. Et devinez quoi? La borne n'était occupée par aucune classe. Avant de poursuivre, j'aimerais vraiment qu'on se pose, qu'on discute du fait qu'il y a énormément de détails manquants. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que moi, en tant qu'animé only, c'est des choses que j'aurais aimé savoir. C'est des détails importants pour l'examen. Parce que jusque-là, là, on est au 4e chapitre, ça nous montre vraiment, ça apporte une touche de réalisme à l'examen. Avec des stratégies bien élaborées pour pouvoir réussir. Du coup, juste après cette découverte, il a commencé à entendre des bruits de buissons. Et ils ont commencé à bouger. Mais il n'y avait pas de vent, disait Ayano Koji, puis soudainement...
Qu'est-ce que tu fais ici? C'est à nous la classe A. Deux garçons commencèrent à l'encercler, ça lui a dit « Toi, on t'a jamais vu ». Ayano Koji se présente volontairement comme quelqu'un de résigné. Carrément, ça l'a fouillé et tout, chaussettes compris. Et finirent par trouver le stylo et la feuille sur lequel ils avaient noté tous les spots que la classe D avait découverts. Et ça continue de le soutirer des infos, ça a même gardé la carte, mais ça lui redonnait le stylo. Et soyez attentifs à leur discussion. Il y a un détail que j'aimerais que vous notiez et qui pour moi est bizarre, parce que certes, il a entendu ce nom brièvement dans une conversation passée, mais je me demande comment il l'a fait avec autant d'aisance. Il l'a pas évoqué, mais il l'a brièvement dit. Je vous mets dans le contexte. Ah oui, on veut encore te demander quelque chose. Si tu nous donnes ton leader, on est prêt à te récompenser de 100 ou 200 000 points. Vous voulez que je vende ma classe? Tu interprètes ça comme tu veux, mais j'aurais demandé ça à n'importe qui. C'est premier arrivé, premier servi, alors décide-toi vite. Merci, mais je ne te crois pas. Comment et quand donneriez-vous l'argent? Vous n'avez même pas de téléphone ici. Certes, pour le moment, mais nous pouvons signer un contrat si nécessaire. Alors nous signerons un contrat et l'argent aurait été transféré après l'examen. Un accord écrit? Bien. Pouvez-vous me dire combien de points je pourrais gagner exactement? Tout dépend de ton mérite. J'aimerais qu'un responsable vienne m'expliquer ça. Katsuragi par exemple, ou bien ça. Pourquoi tu ramènes Katsuragi dans l'histoire? J'ai entendu dire que c'est lui qui dirige la classe A. Ne me fais pas rire, notre leader est Sakayanagi. Allez, va-t'en! Comment a-t-il pu dire ça de Sakayanagi? Je sais que ça l'a évoqué quand Yaiko et Katsuragi sont intervenus pour la première fois dans le light novel, où ils disaient « Ouais, non, Sakayanagi a qu'à bien se tenir ». Mais ça m'intrigue trop. Mais bref, ça le laisse partir, mais il constate donc une scission dans la classe A, et que ces gars-là étaient directement sous les ordres de Sakayanagi, mais ils devaient en avoir le cœur net. Ayano Koji décide d'aller vers le camp de la classe C, mais on pouvait entendre le vent souffler. Et la suite est comme dans l'épisode 10, où il voit Kanzaki et Ichinose, et il commente la situation de la classe C qui semble être retournée sur le bateau. Et là maintenant, pour ceux qui iraient voir l'épisode 10 de la saison 1, j'ai deux clarifications. La première, c'est que ici, dans le LN, Sakura n'est pas du tout présente. Et la 2, faut vraiment être c'est que contrairement à l'anime, c'est Ichinose qui évoque le nom de Sakayanagi sans qu'on le lui demande. Ici, c'est Ayano Koji, grâce à sa rencontre avec les deux mecs avant, qui pose la question sur les potentielles tensions qu'il pourrait avoir dans la classe A entre les deux leaders. Et Ichinose lui demandera même « Pourquoi tu poses cette question ?» Et ce sournois met ça sur le dos d'Orikita. Et après avoir eu les infos comme quoi les deux leaders ont des profils différents, c'est-à-dire une progressiste et un conservateur, et que c'est la raison de leur querelle, il dira qu'il va en informer Orikita plus tard. Genre, le culot. Non, carrément, je vous mets sa citation complète, tellement c'est un psychopathe. Je vois. J'en informerai Orikita plus tard. Or, de toute façon, je pense qu'elle est du genre à chercher l'info d'elle-même plutôt que de l'entendre des autres. Elle est du genre à tout vérifier. Faut dire qu'elle nous fait travailler très dur. Oups. Oubliez ma dernière phrase, je n'ai pas envie de me faire crier dessus. Ce sera un secret. En tout cas, Orikita n'a pas tort de penser que cette division en interne pourrait les faire s'autodétruire. Mais impossible de réellement compter là-dessus pour l'instant. Ma pauvre Ichinose est tombée dans le panneau. Ça me fait mal de savoir qu'elle va être manipulée par ce type à l'avenir. Même si elle ne semble pas gober tout ce qu'Ayano Koji lui dit. Et contre toute attente, la fin de ce chapitre se conclut par un flashback qui nous ramène à la fin du premier semestre. Ce moment-là, vous le connaissez, mais avec une chronologie différente. Et bien sûr, avec des détails manquants. Dans l'anime, c'est juste avant l'examen sur l'île dans le bateau dans l'épisode 8 où Shabashira et Ayano Koji discutent. Ce sont les mêmes protagonistes, mais le déroulé est différent. Ayant été convoqué en salle des profs, notre protagoniste demanda la raison de sa convocation. La prof tourne autour du pot, lui demande ce que la classe D pense d'elle. Il lui répondit, après bien sûr de nombreuses taquineries, en lui disant que les gens pensent qu'elle n'a pas d'intérêt pour sa propre classe. Et là, bam, flashback dans flashback. Elle nous révèle qu'elle était une ancienne élève de cette école, qui plus est de la classe D. Et là, Ayano Koji lui dit, je vous pensais bien meilleur que ça. Elle soupira et continua. Et pour Ayano Koji, cela sonnait plus comme du regret que de la vantardise. À mon époque, la différence n'était pas aussi marquée entre les classes. Pour le coup, c'était vraiment une bataille entre 4 camps et non 3 comme actuellement. À la fin de notre année de terminale, à l'approche de notre remise de diplôme lors de notre 3e semestre, la différence entre la classe A et D était de 100 points. Cela ne se jouait à rien. Une erreur pouvait tout changer. J'imagine que cette erreur fit son apparition. En effet, cette erreur vint sans crier gare. À cause de moi, la classe D plongea dans les abysses. Et mon rêve et objectif premier d'entrer en classe A s'effondra. C'était bien dommage, mais j'étais troublé qu'elle me parle de ça. Je ne comprends pas. Quel est le rapport avec moi? Je pense que tu es essentiel pour monter en classe A. Et c'est là qu'on nous parle de quelqu'un souhaitant le renvoi d'Ayano Koji. Ça se passe à peu près comme dans l'anime avec les ultimatums, mais c'est fait de manière beaucoup plus poussée et contraignante. Shabashira dit à Ayano Koji, vise la classe A pour moi et je te couvre. Mais lui voulait s'en aller et il remet le couteau sous la gorge, la classe A ou le renvoi. Et là il posa sa main sur la table et saisit le col et parla du malaise qu'Orikita exprimait à son encontre. Et il vit une Shabashira qui s'étonnait elle-même de ne pas avoir abandonné son rêve de classe A avec des yeux légèrement larmoyants. Mais ça ne dura qu'un instant et elle
elle dit clairement qu'elle s'attendait à ce qu'il dirige la classe de manière explicite, mais elle ne peut plus perdre son temps et lui demande va-t-il l'aider ou pas. Ayano Koji finira par dire à sa professeure qu'elle regrettera de l'avoir utilisé et elle de son côté rétorque en lui disant que sa vie est déjà pleine de regrets. Là, on fait le lien avec le prologue du début de vidéo et on comprend mieux les motivations de chacun. C'est beaucoup plus explicite et c'est les pensées d'Ayano Koji en fin de chapitre qui nous permettent de comprendre dans quel état d'esprit il opère dans cet examen. Cet événement qui se déroula avant les vacances d'été était bien problématique. Je ne voulais même pas y penser, mais je ne pouvais pas non plus me permettre de perdre ma vie rêvée d'étudiant aussitôt. Être esclave pour protéger sa liberté, quelle absurdité. Ce chapitre débute clairement avec l'épisode du vol de culotte, donc je vais passer ce moment-là. On a l'accusation des filles, Ike qui trouve sa culotte chez lui et la donne à Ayano Koji, et Hirata qui couvre Ayano Koji. Hirata veut faire de Koji son lieutenant pour retrouver le coupable et apaiser les tensions. Et on arrive à un moment où toute la classe est réunie pour parler de cet incident et décide de séparer les filles et les garçons. Et Horikita suggère qu'Ayano Koji installe les tentes avec Hirata, car pour elle, il n'est pas lavé de tout soupçon sous prétexte qu'il soit le copain de Karuizawa. Mais c'est vraiment chaud, hein. La tension est palpable entre Karuizawa et Horikita. La future meuf d'Ayano Koji dira même de lui que c'est un mec glauque et que ce matin encore il était suspect. Mais c'est sans compter sur le soutien inattendu de Sakura qui défend Ayano Koji que ce dernier n'est pas rejeté en pâture en disant que ce n'est pas son genre de voler des culottes. Mais vous savez comment Sakura est, une fille timide. Et elle a du mal à s'exprimer. Elle est en mode rire narquois, haha. Mais ça serait pas de l'amour par hasard? Et ça se moque d'elle et tout. Heureusement, Kushida, qui n'intervient pas beaucoup dans le light novel, prend sa défense. Et à la fin, la classe a un début de soupçon sur Ibuki. Il y en a une là, Shinohara. Elle est vraiment en mode all men. Genre, cherchez pas loin, c'est eux. Et Karuizawa elle a suivi direct. On est donc vraiment loin de la cohésion de groupe recherchée. Ensuite, on a la scène où ça monte les tentes et un échange entre Ibuki et Ayano Koji sur l'identité du voleur. Où Ibuki craint d'être suspecté, mais Koji lui dit qu'il ne croit pas que ce soit elle. Et il nous dit clairement qu'en le disant, il était sincère. Et un truc qu'on n'a pas dans l'animé, c'est qu'il nous dit clairement que c'était une conclusion hâtive de sa part. C'était bien elle la responsable. Il nous dit que c'est elle. 5e jour. La discussion qu'ont Horikita et Ayano Koji dans l'animé est un peu la même, sauf que ça manque encore de détails. Horikita dit ne pas avoir pleinement confiance en Hirata et parvient même à dire qu'elle a plus confiance en Ayano Koji. Et elle resta sur sa thèse sur l'hypocrisie des gens, notamment les personnes comme Hirata ou encore Kushida. Mais Ayano Koji tente un petit peu de défendre Hirata. Mais Horikita est la plus originelle de la classe D en fait. Oui, il prend des responsabilités sans se plaindre, mais il faut que les résultats viennent avec. Et elle va dire qu'il ne reste plus beaucoup de points. Ayano Koji en mode ah, j'avoue que j'ai pas suivi, même si c'est vrai qu'on a pas mal dépensé. Elle lui dit donc ton poteau t'a pas mis au courant quoi. Suis-moi. Et là, il est surpris de fou. La tente des filles était meublée. En tout cas, comparé au néant dans la tente des garçons. Tapis, oreiller gonflable, même un ventilateur. Horikita dit qu'elle l'a vu trop tard, mais que c'est pareil dans une autre tente. Et que c'était l'œuvre de la bande de Karuizawa. Mais là, elle me dit, mais c'est sûr que Yukimura va s'énerver. Et ça, les deux l'avaient bien compris déjà par rapport à lui, mais par rapport à tous les garçons. Donc, Horikita demande à collaborer avec Ayano Koji, surtout qu'en plus, le voleur de culottes n'est pas démasqué. Sauf qu'Horikita désigna direct Ibuki en disant que c'est le bazar depuis qu'elle est là, mais elle n'affirme pas avec certitude et décide de retourner dans la tente. Et c'est là qu'Ayano Koji, détenteur du Byakugan, a vu que depuis le début de l'examen, elle ne se sentait pas bien. Elle tenta de résister, mais ma copine laisse tomber et demanda quand est-ce qu'il l'a remarqué. Ils lui disent sur le pont lors de l'appel sur le bateau. Et vous vous souvenez, je vous avais dit de faire attention à ce détail, ben c'est le moment. Tu avais un peu les mèches en pétard sur le front, ce qui me dit que tu t'étais assoupé avant. De plus, il faisait super chaud sur le pont, mais tu avais froid. Même maintenant, tu portes un gilet à manches longues avec la fermeture éclair remontée à fond. D'un point de vue extérieur, même un enfant de primaire pourrait comprendre que tu as attrapé froid. Si tu pouvais user de ce génie pour affronter la classe A, je pense que tu serais vachement populaire. Quoi qu'il en soit, vas-tu garder le silence? Il est trop tard pour reculer maintenant. Bonne nuit. 6e jour, soit le dernier jour. Une petite récolte s'impose et vous allez encore voir le génie d'Ayano Koji. Stay tuned. Je vous épargne les détails du pourquoi du comment, mais Ibuki, Sakura, Yamauchi, Kushida, Horikita et Ayano Koji cherchent de la nourriture ensemble. Vous savez, c'est des lycéens, ça parle de tout. Kushida dit que « Oh, vous n'avez pas remarqué, Horikita et Ayano Koji ne sourient jamais. » Ayano Koji se défend un peu en disant « Ah ouais ?» Elle dira que j'ai déjà vu une expression souriante, mais rien qui vient du cœur. Ayano Koji intérieurement dira que ça l'a un petit peu contrarié, mais bon, c'est comme ça. Là maintenant, suivez bien. Les 6 ont fait 3 binômes. Naturellement, Horikita est avec son voisin de classe. Ce dernier lui demande si elle s'en sort avec la carte de leader. Elle dit que oui, toujours sur elle. Elle monte même sa poche pour dire oui, c'est dedans quoi. Et elle dit qu'il y a même une stratégie avec Hirata pour en fait capturer le spot. Ayano Koji intérieurement dit: je me doutais qu'elle était prudente. Toutefois, cette carte constituait sûrement l'élément clé de notre victoire. Je considérais que nous n'étions jamais trop prudents.
Mais de quoi parle-t-il? Vous ne savez pas encore? Attendez, vous verrez que ça va faire beaucoup plus sens pour vous. Il demande à Horikita de sortir la carte. Elle est d'abord réticente, mais elle fut convaincue par un Ayanokoji lui racontant l'épisode avec Sakura où il a aperçu Katsuragi. Il n'était pas sûr si c'était une carte de leader ou pas. Et comme il ne sait pas à quoi ressemble celle d'Horikita, il voudrait la voir pour faire ses conclusions. Il scrutera donc la carte et d'après lui, la carte lui a glissé des mains. Il pousse un cri de panique, ce qui a attiré l'attention des autres camarades, ceux qui sont partis en binôme. Et Kushida demande c'est quoi les bails. Horikita parle d'un insecte et lance un regard vénère sur Ayanokoji. Et au lieu qu'on le voit à la fin d'examen où Ayanokoji donne ses explications sur comment il a fait, donc comment il a pu piéger Ibuki, ici on le voit demander une faveur à Yamauchi en échange du numéro de Sakura. Donc s'ensuit l'épisode avec la boue et la prise de judo. Et c'est parce qu'il y avait la queue pour la douche qu'Horikita s'est vu suggérer par Ayanokoji de se nettoyer dans la rivière. Oui, par Ayanokoji. Et quand il a vu Horikita se doucher en maillot de bain dans l'eau froide, il fera une remarque dans sa tête comme quoi l'eau froide devait être bien désagréable pour son corps malade. Ça fait réfléchir. Et puis il dira à Horikita qu'elle a bien fait de se nettoyer ici. Et il hocha la tête lorsqu'il vit Ibuki à la fin de la file d'attente de la douche. Peu de temps après, Horikita vient à la rencontre d'Ayanokoji pour lui avouer qu'elle a perdu la carte de leader comme dans l'anime. Elle s'en veut, se morfond et dira que comme elle a confiance en Ayanokoji, c'est pour ça qu'elle est venue lui en parler. Intérieurement, il était honoré mais ne pouvait pas trop se réjouir vu le contexte. Ensemble, ils firent des suppositions sur l'identité du voleur et elle dira Karuizawa ou Ibuki. Lui, il blanchit sa future meuf en disant qu'elle attendait son tour lors de la douche. En leader, il dira que s'il suspecte Ibuki, il faudra vraiment plus la lâcher des yeux. Elle était d'accord et lui demanda de partir devant. Il supposa qu'elle voulait rester seule pour s'auto-flageller. En retournant au campement, il y a une fumée noire derrière les toilettes. Le feu est là, personne ne comprend. Horikita est revenu et les deux voient Ibuki tout autant surprise et Horikita dit « Ce n'est peut-être pas elle finalement ?» Mais si ce n'est pas elle, qui est-ce? Les protagonistes du fond de la classe D voient que la source du feu est le manuel. Ça commence à tousser, c'est un peu la panique. Hirata rentre dans le récit, il cherche à éteindre le feu mais son expression s'assombrit. Pourquoi? Qui a pu faire une chose pareille? Pourquoi on ne peut pas s'unir? Et parce que monsieur est trop fâché, il va écraser une bouteille entre ses mains. Il commence à pleuvoir, la tension monte, les filles accusent les garçons, Karuizawa pète les plombs. J'en peux plus, c'est la pire des situations entre un voleur de sous-vêtements et un pyromane, on a touché le fond. Yamauchi relève qu'Ibuki n'est plus là. Tout le monde commence à le soupçonner, même les filles. Et Ike dira, Hirata, donne-nous les instructions. Hirata est immobile, yeux dans le vide, et Ayanokoji tente de s'approcher de lui, et on entend un Hirata comme dans l'anime qui se lamente. Sauf qu'ici, comparé à l'anime, on a les prémices d'Hirata noir. Ceux qui ont vu mes reviews de la saison 3 comprendront les autres. Je vous invite vraiment, encore une fois, à regarder la review de l'épisode 10 sur ma chaîne. Bref, qu'est-ce qu'on entend d'Hirata à ce moment-là? Pourquoi ça se passe comme ça? C'est comme cette fois-là. À cause de moi? Jusqu'à maintenant? Après avoir réussi à le raisonner, quelques instants plus tard, il dira en étant seul, « Ok, on est bon. » Et Ayanokoji nous introduit un petit peu la suite des événements. J'avais compris qu'Ibuki avait disparu pour sûrement ne plus revenir, mais Horikita aussi n'était plus là. J'étais à moitié sûr de ce qu'elle était partie faire et décidai de suivre tranquillement la route qui menait à la plage. Dans sa confrontation avec Ibuki, Horikita est partiellement la narratrice. Je vais vous épargner les détails, mais une chose est sûre, il y a baston, l'anime est assez fidèle même si Horikita est plus résistante dans le LN. Et a vraiment fait preuve d'une détermination face à Ibuki, même si ça n'a pas empêché le chaos. On t'aime bien Suzune, mais les faits sont là. Surtout qu'Ibuki lui a mis un kick en pleine tête pour l'assommer juste après lui avoir dit que ce n'était pas elle qui avait mis le feu. Elle a certes perdu connaissance, mais je vais vous partager les pensées de la personne qui est venue la récupérer après et soyez vraiment attentifs aux détails qu'il donne. Enfin, elle donne, c'est une personne. En traçant sur le sol boueux, je m'étais mise à la poursuite d'Ibuki, mais un des problèmes majeurs était la météo violente qui rendait la situation dangereuse. C'était également sans compter sur le soleil qui allait se coucher plus tôt que prévu, rendant difficile l'orientation sans lampe torche. La pluie et le vent faisaient maintenant rage, ce qui réduisait mon champ de vision à seulement quelques mètres. Le point positif était que les traces de pas étaient visibles grâce à la boue, ce qui fait que je ne me perdais pas. Soudainement, elles disparurent. Enfin, elles s'enfoncèrent plutôt plus loin dans la forêt. Cela impliquait que les personnes avaient radicalement changé de direction, comme si elles avaient décidé de se donner rendez-vous. J'utilisais ma torche et j'aperçus les deux paires de pas encore plus clairement. Mais cela n'expliquait pas pourquoi elles avaient décidé de s'enfoncer aussi dangereusement. Juste par mesure de précaution, j'éclairais le sentier principal qui menait à la plage. Mais il n'y a pas de traces de pas. Je m'enfonçais ainsi dans la forêt et logiquement, la visibilité avait empiré au point qu'on ne pouvait plus dire s'il faisait nuit. L'ambiance ne me disait rien qui vaille, mais je continue à suivre les traces. 30 mètres après, je vis une lumière éclatante entrer dans mon champ de vision. J'éteignis immédiatement ma lampe torche et retins ma respiration. Regardant dans la direction de la lumière, c'était comme si elle essayait d'émettre un signal. Était-ce Ibuki ou Horikita? Elle n'avait rien sur elle de lumineux.
Je décidai de m'approcher calmement de cette lumière. J'entendis des voix malgré la pluie. Je fis au mieux pour ne pas me faire repérer et comprendre ce qui était dit était secondaire. Peu après, la lumière de la torche s'éloigna, mais j'avançais tout de même prudemment. C'est là où je vis Horikita, couverte de boue et inconsciente. On aurait dit qu'elle était à l'article de la mort. Une carte fut lâchée sur le sol sans aucune force. Sur son corps amoché, il y avait de la boue. J'en avais déduit qu'Ibuki avait découvert qu'Horikita était notre leader. Après avoir pris la carte, je saisis le bras d'Horikita pour l'aider à se relever. De qui peut-il parler? Mais bref, pendant qu'il la tient dans ses bras, elle commençait à reprendre conscience. Et tenta de dire à Ayanokoji que c'était Ibuki qui avait volé la carte. Elle continue de se morfondre. Je suis pire que Sudo et les autres sur ce coup-là. Et c'est une honte pour moi qui d'habitude leur fait des reproches. Se morfondre n'est pas le but de cette épreuve. Tout cela aurait pu être évité si j'avais su comment faire confiance à quelqu'un. Et une info qu'on n'a pas dans l'anime, c'est qu'elle dit à Ayanokoji avoir entendu la voix de Ryuen alors qu'il n'était pas censé être sur l'île. Et par respect pour Horikita, j'aurais ne pas aimé vous montrer ses moments de faiblesse, mais par respect pour vous, je vais le faire, surtout que c'est une personnage fictive. Elle dit à Ayanokoji qu'elle est désolée et qu'il y a qu'envers Ayanokoji qu'elle peut s'excuser, et il lui dit mais essaye de te faire des amis de confiance alors. Et ça fait de la peine un peu, parce qu'elle dit c'est difficile, personne ne veut être ami avec moi. Ce qui a légèrement fait rire Ayanokoji. Oui, il a ri. Et on retrouve l'esprit taquin habituel. Et je vous l'avais dit dans le volume 1, j'apprécie beaucoup leur dynamique. Genre leur complicité. Mais il faut rester sérieux. Elle exprime de nouveau sa volonté de monter en classe A par ses propres moyens. Mais Ayanokoji lui fait comprendre c'est que tu n'as pas les épaules pour porter de grosses responsabilités. Désolé de te le dire, tu n'es pas si forte. Tu me demandes d'abandonner? J'ai un rêve et je veux que mon frère m'approuve. Il faut que je sois en A. Je n'ai pas dit que tu devais abandonner. Toute seule, c'est mort. Laisse-moi t'aider. Pourquoi? Ce n'est pas ton genre, pourquoi pas? À première vue, c'est étonnant de la part d'Ayanokoji, mais ça l'est moins quand on a l'information sur sa discussion avec Shabashira lors du premier semestre. Ça sonne beaucoup plus logique. Ayanokoji tentait dorénavant de la transporter en toute discrétion. Appeler les profs serait une bonne chose à faire, mais il ne savait pas où était le bouton d'urgence. Mais faire venir l'hélicoptère aurait été tout sauf discret. Donc vous vous rendez compte que pour sa stratégie, le mec est prêt à tout, prendre une route dangereuse. Il est même dit qu'il a chuté quelques fois en chemin. Il était clairement en difficulté. Il a pris le temps de se poser un peu tout en assurant un maximum la protection d'Horikita, à tel point qu'il a même eu à la rapprocher le plus possible de son buste. Horikita finit par se réveiller, oui, encore, et ne voulait vraiment pas abandonner. Elle voulait assumer la responsabilité toute seule, surtout qu'elle a beaucoup parlé selon elle. Ayanokoji lui demande mais pourquoi tu cherches tant à t'isoler? Elle dira que c'est de sa faute si tout ça arrive. Lui, parce qu'il connaît toute la vérité, il dira non, je pense pas. Et elle va dire un truc qui va déclencher une take de fou de la part d'Ayanokoji, celle qui nous a tous matrixés. Horikita, avant de perdre à nouveau connaissance, va dire je t'en prie, pars, je te le demande en tant qu'ami. Ayanokoji va prendre délicatement Horikita dans ses bras et la chante. Cela aurait été bien plus simple si tu avais décidé de te retirer. Tu es vraiment têtu comme une mule au point de résister jusqu'à la fin. Je trouve cela splendide personnellement car tu avais presque fait les choses de façon admirable. Mais malheureusement Horikita, tu as commis une grave erreur. Laisse-moi être honnête avec toi maintenant. Je ne t'ai jamais considéré comme une amie ou une alliée. Le fait que tu sois ma voisine de classe ne me fait ni chaud ni froid. Dans ce monde, la victoire est tout ce qui compte, peu importe la manière et peu importe le prix. Tant que je gagne, le reste est secondaire. Et toi, Hirata et les autres n'êtes que des outils pour parvenir à mes fins. Ce n'est pas de ta faute si tu te retrouves dans cette situation. Il ne faut pas que tu te dévalorises car tu m'as été utile en fait. Mince. Ayanokoji, t'es dur gros. T'es dur. T'es trop dur. Vous remarquerez que c'est différent de la scène à la fin de la saison 1, déjà en termes de chronologie et même dans les paroles. Disons-le, ça n'a rien à voir. C'est certes plus impressionnant dans l'anime, vu qu'en plus ça intervient vraiment à la fin, c'est vraiment la dernière scène. Mais ici, quand tu lis les pensées d'Ayanokoji depuis 3 volumes, franchement qu'il te sorte ça, c'est grave une bombe. Surtout que ça survient juste après qu'Horikita se confesse un petit peu. C'est vraiment terrible, surtout que c'est vraiment sur ça que le chapitre se conclut. Enfin, pas exactement, car Ayanokoji s'est rendu là où les profs étaient pour expliquer la situation d'Horikita afin qu'elle soit prise en charge. On ne sait pas à qui il parle, mais il demandera confirmation au professeur que l'absence d'Horikita ne pénalisera pas sa classe car il n'est pas encore 20h. À ce moment-là, il était 19h58. C'était vraiment chaud. Et après avoir reçu la réponse d'un professeur, il rentra au camp sous la pluie. Annonce des résultats day, rebondissement day, jour, pour ceux qui n'auraient pas compris mon anglais. Globalement, c'est la même chose que le dernier épisode de la saison 1. D'abord, rassemblement à la plage, et un détail qu'on n'a pas, c'est que Hirata dit merci à Ayanokoji. Et ce dernier répond que c'est lui qui doit être reconnaissant. Reconnaissant car Hirata a caché l'abandon d'Horikita quand Koji est venu en retard pour l'appel. Hirata dira non, zen, tranquille. En plus, elle nous a donné une info de ouf. Et en fait, ce fou, il continue la discussion comme si en fait il était juste le messager d'Horikita. C'est-à-dire la sournoiserie du type. Mais c'est pas le plus important. En fait, de quelle info on est en train de parler en fait? Pas le temps d'y répondre, Ryuen fait son apparition. Il a un air fier. Il vient même donner des ordres à Sudo
qu'il ignore. Et quand on lui annonce qu'Orikita s'est retiré, il est légèrement, vraiment légèrement étonné en disant que c'est pas son genre. Maintenant, annonce des résultats. Ryuen dit à la classe D de ne pas rager, Sudo, tout naïf, répond à sa provocation. Et pareil pour Hirata qui réagit en disant « Ouais, normalement, nous, ça devrait aller, avec les spots, etc. On devrait être à 125 points. » Ryuen est fidèle à lui-même en mode « Oh, la stratégie du moins pire. » Et il laisse sous-entendre qu'il a réussi à trouver le leader de la classe D. Et c'est drôle parce que Ayano Koji, dans ses pensées, nous dit qu'avec Hirata, ils se sont regardés en mode « Faut pas trop qu'on réagisse, faut pas trop qu'on montre nos émotions. » Et là, quand on lit, on peut pas encore savoir ce qui se trame. C'est-à-dire que vous, là, actuellement, vous savez parce que vous avez regardé l'animé, mais quand tu lis, tu peux pas savoir ce qui s'est passé. Du coup, en tant que lecteur, tu te questionnes. Et là, classe C, 0 points, dernier. Ryuen est choqué. Ça continue. Classe A, 125 points, troisième. Or, classe B, 140 points, deuxième. Et au moment d'annoncer pour la classe D, il est même dit que le professeur de la classe A avait les membres qui étaient en train de se raidir. Il devait être surpris. Classe D, 225 points, premier. On a gagné. On n'a pas cette info dans l'animé, mais Ryuen demande des explications à Katsuragi, qui n'en sait pas beaucoup plus que lui. Ça demande, mais comment ça et tout, à Hirata? Il dit, attendez, je vais vous expliquer. Et il se déplace vers la plage où ils ont passé encore 2 heures pour célébrer leur victoire. Et Sudo va grave narguer Ryuen à base de doigts d'honneur et tout. Ça remonte sur le bateau, Orikita arrive. Elle comprend pas, ça demande à Karuizawa de s'excuser. Tout le monde se rue vers elle, elle demande des explications à Ayano Koji, mais c'est pas possible. Et lui, Ayano Koji dira intérieurement que comme la classe C connaissait l'identité du leader, il a fait en sorte de faire abandonner Orikita, sinon le nombre de points serait proche de 0. On a ensuite la discussion entre Shabashira et Ayano Koji, quand ça parle carrément du père d'Ayano Koji, comme dans l'anime d'ailleurs, où le géniteur dit que sa progéniture finira par quitter l'école. Et ils font un parallèle entre l'histoire d'Ikar et d'Edal, dont je vous ai parlé dans le prologue en début de vidéo, et quand elle lui demande ce qu'il compte faire, il répondit qu'elle devrait le savoir car Ikar n'a pas écouté les conseils de Dédale car malgré ses ailes brûlées, Ikar continue de voler autant qu'il le put en quête de liberté. La soirée continue. Quand je fus à l'intérieur du bateau, je me dirigeais directement dans ma chambre, s'y trouvait Hirata en train de dormir. Et je me changeais calmement afin de ne pas le réveiller. Lorsque j'allumais mon téléphone, il se mit à sonner plusieurs fois d'affilée à cause des notifications d'appel. Pour le moment, je comptais répondre aux messages et pour ce faire, je partis me relaxer dans la salle commune afin d'optimiser la chose. De toute manière, il fallait que je lui parle de vive voix tôt ou tard afin de la satisfaire. Quelques minutes plus tard, une Orikita énervée se joignit à moi tout en restant dans un silence pesant. Tu peux m'expliquer ces résultats? On a l'impression que tu n'en as pas la moindre idée. C'est le cas. J'ai beaucoup de questions à te poser. Ayano Koji semble grave hautain. Pour moi, il est clairement en mode Dark Sasuke. Il lui dit, ouais, je te dis seulement si tu le gardes pour toi, à prendre ou à laisser, genre. C'est vraiment un ouf. Après, il dit, par où tu veux que je commence? Elle lui demande ce qu'il faisait réellement pendant l'examen. Il répond qu'il s'est directement focalisé sur les règles additionnelles et qu'il a décidé d'être volontaire pour faire du repérage de spots afin d'avoir une longueur d'avance sur les autres et avoir une liberté d'agir quand il le voulait. Et c'est en partie grâce à l'annonce du tour de l'île sur le bateau qu'il a pu mener cette stratégie et à la base, il visait la caverne comme Katsuragi. Orikita demande, mais c'est pas mieux ce qu'on avait? Genre rivière ou le puits? Et il dit qu'en soi c'est plus une question de localisation et qu'en fait la caverne était connectée à la tour et à la cabane. Ça fait que tu peux facilement établir un QG. Et comme dans l'anime, il explique comment il a pu deviner les leaders de la classe A. Et Orikita va lui demander mais pourquoi Yaiko et Katsuragi ont agi en solo. Et là il parle du point faible de la classe A qui est le fait qu'elle soit divisée en deux. Et intérieurement Ayano Koji est honnête avec lui-même. Sans ça il n'aurait pas pu faire autant mouche, c'est arrivé à point nommé. Ensuite il va parler de la stratégie de la classe C et des raisons que l'ont poussé à changer de leader. Il explique que dans le manuel il est sous-entendu qu'on peut changer de leader avec une raison valable et c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu de pénalité. Le double jeu d'Ibuki, il ne l'a compris que lorsqu'il a vu un élève de la classe C dans le camp de la classe B. Et pour lui, la piste de la coïncidence a vite été mise de côté. Il fait part de son observation à Orikita en disant qu'Ibuki avait la fâcheuse manie de mentir en regardant droit dans les yeux. Il révèle que c'est lui qui a endommagé son appareil photo et il a déduit que la classe A et C collaboraient et que la C aurait du coup utilisé tous ses points pour que la classe A soit tranquille pendant une semaine sans utiliser le leur. Et il avait aussi compris grâce au Talkie-Walkie que quelqu'un resterait sur l'île quand il a vu dans les affaires d'Ibuki et sur la table de Ryuen. Et pour ceux qui voudraient vraiment s'y penser, je vous les laisse si vous voulez. Elles se trouveront quelque part dans les secondes qui suivent cette intervention et ça conclura le volume 3. Si je devais résumer cette épreuve, la classe A avait souffert de ces divisions internes et leur première erreur leur avait été fatale. La classe B était plutôt restée sur la défensive, mais leur seule erreur fut de faire confiance à Kaneda, l'espion de la classe C, à cause de leur crédulité. Comment ils s'y étaient pris pour trouver le leader de la classe B est resté un mystère, mais force est de constater qu'ils n'y étaient parvenus sans avoir besoin d'apporter de preuves physiques. Enfin, le fait que je sois devenu leader nous avait permis de les prendre à revers. Outre la dure tâche de démasquer les leaders des autres classes avec notre camp des espions nourris et blanchis, je pense que nous nous sommes trop focalisés sur la classe A en oubliant
Léon Ryuen qui finalement avait été le plus gros danger. Je ne suis pas content, tu m'as utilisé comme un pantin, je l'avoue. Je ne serais pas surpris si tu ne voulais plus me parler. Bon, je retourne dans ma chambre. Je n'ai pas fini, j'ai besoin de me reposer, tu sais. J'ai encore des choses à te demander, je t'écoute. Pourquoi t'être impliqué dans ces examens, toi qui aimes rester dans ton coin? Tu as un but caché, tu es très perspicace et ton aide dans cette épreuve a rendu la montée en classe A très faisable. Je veux connaître tes motivations. Je n'avais pas vraiment envie de lui parler de ma vie perso et c'est surtout pour faire plaisir à Madame Chabachira. Disons que tu m'as impressionné, malgré ton état, tu t'es débattu jusqu'à la fin et ça m'a motivé. D'habitude, tu mens mieux. Je n'ai pas envie d'en dire plus. Je me levai de la chaise et tendis la main. T'aider à monter en classe A ne me gêne pas, mais à une seule condition. Ne fouille pas dans mon passé, notre collaboration cessera immédiatement. Orgita s'était saisie de ma main sans hésitation. Si tu ne veux pas me le dire, pas de souci. Après tout, toute aide pour réaliser mon objectif est bonne à prendre. Et puis, je n'ai aucun intérêt à déterrer des choses enfouies dans le passé. Elle me serra ensuite la main. Le marché était conclu. La longue guerre pour faire monter notre classe depuis le fond jusqu'au sommet venue tout juste de commencer. Ouah, enfin fini! C'était long. Mince les gars, je suis vraiment désolé pour les délais, mais vous avez vu la longueur du bail. Actuellement là, c'est le coup de jour du tournage qui parle. Je ne sais même pas combien de minutes j'ai fait actuellement. C'est-à-dire que je pense qu'on est même à plus d'une heure. Si on n'est pas à plus d'une heure, dans ce cas-là, insultez-moi et vous aurez le droit. Autant pour le résumé, je me suis dit, mais si vous voulez connaître, mais allez lire. Non, je rigole, vraiment, j'ai jamais eu cette pensée-là. En tout cas, voilà, le volume 3 est enfin là. On a fini la saison 1 et on va passer donc à la saison 2 avec le volume 4, 5 et 6. 7. Oui, 7. Le délai sera plus court, je vous le promets. Surtout que les vidéos seront moins longues et s'approcheront plus du premier et du deuxième volume en termes de longueur. Pour le coup, pour ce volume, j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur les détails manquants. C'était vraiment compliqué de skip des choses, surtout que ça nous permettait vraiment de voir comment Ayano Koji a réfléchi. Et dans l'animé, en fait, ça paraît un petit peu facile, en mode magicien. Oui, on nous explique après comment il a fait, mais le voir, être en immersion dans tout ça, je trouve que c'est beaucoup plus important et c'est pour ça que j'ai apprécié cette lecture. Et on voit aussi dans ce volume que la classe A, qui nous était encore inconnue jusque-là, commence à pointer le bout de son nez. Pareil pour la classe C d'ailleurs, mais voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ce volume vous a plu, que la vidéo vous a plu. J'ai vraiment mis les organes, donc vraiment, abonnez-vous, likez, partagez. Surtout abonnez-vous parce que je ne fais pas que ça. Mais je vais continuer de le faire et pour ça, j'ai besoin de beaucoup d'efforts. Et j'aimerais d'ailleurs vous remercier parce que vous êtes nombreux à avoir été patients, à me demander gentiment quand est-ce qu'était la suite et j'apprécie vraiment ce soutien-là. C'est vraiment une soupape. Je me disais toujours, hein, les gars, faut vraiment que je le fasse, et merci beaucoup pour votre soutien. D'ailleurs, je voulais vous dire que j'ai pris note des remarques que vous m'aviez faites dans le volume 1 et dans le volume 2, c'est-à-dire beaucoup plus de citations. Et plus tard, maintenant, pour la saison 2, j'aimerais mettre des voix féminines. Je vais demander à la famille Kujo de le faire, parce que j'ai compris que vous ne vouliez plus entendre ma grosse voix quand c'est Ichinose, Orgita ou Sakura qui parle. Et si vous voyez des axes d'amélioration, n'hésitez pas à m'en faire part, que ce soit en commentaire ou alors en DM, bien sûr, dans la bienveillance, dans le respect. On accepte les critiques, mais qu'elles soient constructives. Comme ça, pour moi, ça me permettrait vraiment d'enrichir cette expérience, que ce soit pour moi et aussi pour vous, surtout visuellement. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la saison 4 de l'animé de Classroom aux Élites a été annoncée. Bien sûr, quand ça sortira, on regardera ça en live, donc vraiment restez branchés. Venez aussi sur mes autres réseaux sociaux, surtout Instagram, où je vous tiens au courant des avancées des projets. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo d'Élite. Portez-vous bien, abonnez-vous, rejoignez mon serveur Discord et on se dit à la prochaine.